Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour toute la soirée d'information sur LCI avec un plateau, comme toujours, que j'apprécie beaucoup. Et je commence par vous, Sophia Amara. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous ce soir. Christian Macarian. Christian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci pour ce votre soir. invitation. Gallagher Fenwick, bonsoir Gallagher. Bonsoir Anne. Grand reporter spécialiste des questions internationales. Vous êtes de retour, j'en suis fort heureuse. Stéphane Goldin, bonsoir. Stéphane Bonsoir, Goldin, Anne. vous êtes analyste sécuritaire, ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Merci d'être avec nous ce soir. Qui n'ai-je pas nommé? Aurélien Duchesne, bonsoir, vous êtes consultant géopolitique et défense. Et comment oublier, Aurélien, que vous venez de commettre ce livre, L'Europe et ses armées, aux éditions Erol. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, le général Nicolas Richoux, je suis toujours content de retrouver le samedi, Bonsoir, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Ce soir, que vous dire? Eh bien, écoutez, on va beaucoup parler, tout vous dire ce soir sur ce qui se passe en Russie, sur ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, les dernières déclarations de Donald Trump, d'autant plus que sa dernière déclaration, il l'a faite à Margot Haddad sur LCI. On écoute ce qu'a dit Donald Trump tout à l'heure, qui reste très optimiste, bien sûr, c'est sa nature, quant à son attente, parce qu'il est dans l'attente, effectivement, de la réponse iranienne par rapport à la proposition américaine quant à la poursuite des négociations qui concernent la guerre en Iran. Did you receive any answer from the Iranians on the deal? They are wanting very much to make a deal. We'll find out very soon. Okay? Bon, vous avez entendu Aurélien Duchesne, Donald Trump continue à penser que... Alors, il avait déjà dit hier soir, c'est-à-dire hier vendredi, sur ce plateau, nous pensions éventuellement que dans la soirée pour nous, donc l'après-midi aux États-Unis, il y aurait une réponse. Il n'y a toujours pas de réponse, mais Donald Trump a dit cet après-midi qu'il était sûr que ça viendrait côté iranien. Sauf que de l'autre côté, il dit qu'il a le temps pour lui, qu'il va asphyxier le régime iranien par ce blocus. Les Iraniens estiment que c'est eux qui ont du temps pour eux et qu'ils vont gagner à l'usure, ne serait-ce parce que Trump est contraint par un calendrier électoral. C'est un petit peu moins la culture du régime islamique en Iran. Donc, d'un côté, Trump parle du fait qu'il va gagner la bataille du temps, et d'autres, il dit qu'un accord est en vue. Il y a une sorte d'incohérence, même si évidemment, on souhaite qu'il y ait cet accord. Gallagher Fenwick sur ces propos de Donald Trump. Écoutez, effectivement, Marco Rubio, hier vendredi, depuis Rome, après une rencontre avec la présidente du Conseil, Madame Meloni, indiquait que les Iraniens, je cite Marco Rubio, donc secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, devaient donner une réponse hier. Ce ne serait pas la première fois que Donald Trump accorde un sursis supplémentaire. Oui. Rappelez-vous, la dernière fois... Ça n'a pas l'air de lui poser un problème. Il avait dit, ils sont divisés, ils ont besoin d'identifier une voie commune. Mais Gallagher, qu'est-ce que ça veut dire de la part de Donald Trump? Qu'il est dans une ornière et qu'il a du mal à trouver une porte de sortie honorable. Et puis il y a un autre détail qui n'en est pas un, c'est qu'en réalité il y a 3 éléments, paramètres pour parvenir à un accord cadre à l'intérieur duquel il y aurait, si vous voulez, une discussion sur des affaires un peu plus substantielles. Donc il y a la fin des hostilités, la fin du blocus américain sur les ports iraniens, et ensuite derrière, si vous voulez, Donald Trump ne veut pas s'engager sur des discussions, notamment sur la partie la plus sensible, la plus importante, le nucléaire, sans avoir préalablement d'ores et déjà accompli une partie du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens, avant même d'ouvrir ce cycle qui devrait en théorie durer 30 jours, donner leur accord à zéro enrichissement, avec un moratoire par exemple sur 20 ans, la fermeture de 3 sites, l'exfiltration de tout ce qui a été enrichi au-dessus de 3,67, donc pas seulement les 440 à 60%, 440 kilos. Et les Iraniens, eux, qui ont le sentiment, à tort ou à raison, on va en débattre ce soir, qui se sentent en position de force, disent non. Alors, Donald Trump qui vient de se mettre à tweeter, à se poster, c'est son heure, je dirais. Voici 159 navires iraniens. Alors, sous Obama, Biden, vous voyez la photo de gauche, ils flottent, ils sont tous là, et sous Trump, il n'y a plus personne. Ils sont sous l'eau. Christian Macarian. Eh bien, une des difficultés de cette opération qui fait que... Un peu matador, là, quand même. Voilà, qu'elle prend beaucoup de temps, c'est justement le croisement entre la question du détroit d'Ormuz et la question nucléaire. Donc là, on s'entremêle les pinceaux. Les deux sujets sont très habilement mélangés par les Iraniens qui, bien entendu, font de la question du détroit d'Ormuz
un préalable absolu avec une position qu'ils ont adoptée depuis le 8 avril, qui est simple. Vous, les Américains, vous levez le blocus et nous débloquons le détroit d'Ormuz tout de suite. Ce que les Américains n'ont pas accepté, ne peuvent pas accepter, bien entendu. Et parallèlement, les objectifs américains, comme l'a rappelé Gallagher, portent beaucoup plus sur le nucléaire. Donc, cette focalisation sur Ormuz, qui est organisée et nourrie, alimentée par les Iraniens, est quelque chose qui fait perdre beaucoup de temps à Donald Trump, alors qu'il doit aller en Chine au milieu de la semaine prochaine. Et il peut pas aller en Chine le 14 mai avec rien dans les mains. Oui, mais il ne peut pas non plus, Christian, retarder encore cette visite. Non, je vous rappelle qu'il l'a déjà fait. Il ne peut pas parce qu'il l'a déjà reporté une fois. Mais donc il est pressé. Mais les Iraniens ne vont pas lui faire le cadeau de lui donner une réponse maintenant. Ils vont encore le faire, si j'ose dire, marner. Ils vont le faire marner, oui. Dans le détroit d'Ormuz, décidément, il s'en passe des choses. Vous aurez le détail pendant toute cette soirée. Mais on avait envie, pour le début de cette émission, Général Richoux, mettre l'accent sur le fait que peut-être maintenant les Iraniens vont cibler les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, il n'y en a pas que dans la Baltique, il y en a partout. Et donc le détroit d'Ormuz est un goulet d'étranglement pour les bateaux, mais également pour les câbles sous-marins. Alors les câbles sous-marins, n'oublions pas qu'ils passent par le détroit d'Ormuz et aussi par le Bab el-Mandeb, puisqu'ils remontent en Méditerranée par ce canal-là. Ça veut dire qu'ils ont deux capacités de nuisance énormes. Le détroit d'Ormuz, parce que d'abord le fond, il n'y a pas beaucoup de profondeur à cet endroit-là. Ils ont des petits sous-marins de poche, ils en ont 24 apparemment, avec quelques personnes à bord, donc ils sont capables de faire ce genre d'opération. Et puis de l'autre côté, n'oublions pas que le Bab el-Mandeb aussi est stratégique à la fois pour le commerce international, mais pour les câbles sous-marins. Donc un véritable pouvoir de nuisance dont il faut se méfier parce que c'est extrêmement discret, avec quelques hommes grenouilles et bien entraînés. On arrive à faire ce détail, nous allons bien sûr l'enrichir tout au long de la soirée. Là, c'était seulement une mise en bouche. Et d'ailleurs, l'autre information importante de ce soir, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui, vous le savez, commémorait aujourd'hui la fête du 9 mai, donc la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au Kremlin, il a donné une interview tout à l'heure. Voici ce qu'il a dit, étonnamment, sur la fin potentielle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne la confrontation avec la Russie qui perdure encore aujourd'hui, elle touche, je pense, à sa fin. Mais cela reste tout de même une affaire sérieuse. Alors survient une question. Pourquoi ? Tout d'abord, on s'attendait à une défaite cuisante de la Russie, à l'effondrement de l'État en l'espace de quelques mois, ce qui ne s'est pas produit. Gallagher Fenwick, on a quand même l'impression que depuis que Donald Trump, hier, contre toute attente, parce que ça nous a surpris, effectivement. On était en pleine émission hier quand on l'a annoncé sur cette antenne. Quand Donald Trump lui-même a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours qui commençait aujourd'hui, donc qui court jusqu'à lundi entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, ça modifie un petit peu les paroles des uns et des autres. Zelensky tout d'abord et Vladimir Poutine, ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Non, absolument. Ça a encouragé Volodymyr Zelensky à donner le droit à Vladimir Poutine de tenir son défilé chéri du 9 mai, puisqu'il a, avec une ironie sacrément piquante, publié un décret, donc hier vendredi soir, permettant la tenue de ce défilé, sans doute suite à, effectivement, avec des échanges avec les Américains. Après, le sentiment que cette annonce par Donald Trump m'a donné, ça m'a rappelé un petit peu le cessez-le-feu auquel sont parvenus l'Inde et le Pakistan, qui, à mon avis, même sans les Américains, ils seraient parvenus. Je pense qu'il y avait un travail fait entre les Russes et les Ukrainiens. Et même si Donald Trump n'était pas intervenu, je pense qu'il y aurait une forme d'arrangement. Cela dit, quand Vladimir Poutine dit la guerre se dirige vers la fin, ça suscite un espoir. Mais je pense que malheureusement, il ne faut pas trop s'attacher à ces mots. Ça me rappelle quand, par exemple, Benjamin Netanyahou dit on va continuer à se battre jusqu'à la victoire totale, ou quand Donald Trump très régulièrement dit on y est presque. L'être humain a besoin d'échéances psychologiquement. Donc il faut toujours faire comprendre aux gens que il ajoute d'ailleurs tout de suite, mais l'affaire est sérieuse. Sans jamais donner de date, puisque on voit dans le discours qu'il a tenu aujourd'hui en marge du défilé
qu'il reste quand même, entre guillemets, encore beaucoup à faire. Aurélien Duchesne. Quand on regarde, moi je suis d'accord avec le scepticisme de Galadière, d'autant plus que Vladimir Poutine, dès 2024, a commencé à tenir ce genre de discours. Les deux choses qui accréditent l'idée qu'on aurait, alors certainement pas un accord de paix, tant les positions russes et ukrainiennes sont irréconciliables, mais un cessez-le-feu prolongé, c'est d'une part, dans l'opinion publique russe, et elle compte, quoi qu'on en pense, une fatigue de la guerre qui commence vraiment à s'installer, et d'autre part, la rationalité du pouvoir poutinien, qui est de se dire que l'économie commence vraiment à tanguer, les signaux, pour citer Poutine lui-même, sont vraiment au rouge, et le pouvoir russe peut estimer qu'il faut une pause avant de reprendre le massacre plus tard. Ça reste extrêmement improbable, mais il y a quand même deux tendances de fond aujourd'hui qui fait que le pouvoir russe ne peut plus faire la sourde oreille par rapport au mécontentement populaire. Oui, d'un autre côté, il faut quand même se dire qu'avant que le pouvoir russe s'écroule, je pense qu'on a encore un peu de marge. Quand même, il est là quand même depuis un certain nombre d'années, et donc on annonce son écroulement depuis au mois 2022. Voilà. Pour revenir au détroit d'Ormuz, puisque c'est là où évidemment tous les yeux se tournent, puisque la tension reste dans le détroit d'Ormuz, d'autant plus que nous venons d'apprendre ce tweet du commandement des forces aérospatiales du corps des gardiens de la Révolution, qui disent ceci, ils disent avoir verrouillé des cibles américaines dans la région et les navires ennemis agresseurs. Nous attendons l'ordre de tirer, disent les gardiens de la Révolution, Christian Macarian. Bon, c'est la dialectique habituelle des Pasdaran, à savoir nous ne nous coucherons pas, nous répliquerons, nous n'avons pas peur des destroyers américains, etc. Bon, il faut pas s'attacher à la parole près de ce genre de communiqué, mais ça veut dire que clairement la négociation est encore tendue, elle est encore en cours, et que les Iraniens ne sont pas au clair à l'intérieur de leur propre système sur la façon de mener cette négociation. Donc, à mon avis, c'est encore une fois un signal de tension qui provient de l'intérieur du régime iranien. C'est aussi quand on lit un communiqué comme ça, nous attendons l'ordre de tirer, ça s'adresse aussi à l'interne. Oui. Ça s'adresse pas qu'à nous. À l'extérieur, bien sûr, ça s'adresse aussi en interne. Voilà. Justement, dans le détroit d'Ormuz, comme vous le savez, le 6 mai dernier, il y a quelques jours, le fleuron de l'armée française, le porte-avions Charles de Gaulle a franchi, voyez à l'image, c'est une belle image d'ailleurs, que ce Charles de Gaulle qui franchit le canal de Suez en direction justement du golfe d'Aden. Il se trouve maintenant à relativement peu d'heures d'approche du détroit d'Ormuz, pour montrer justement que la France est prête à sécuriser Ormuz, pour se prépositionner en quelque sorte. Voici ce qu'en a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu avant-hier. Demain, si ça se libère, comment on est capable de faire réappliquer le droit international de la mer tel qu'on le connaît depuis maintenant des décennies ? Notre marine nationale, elle sert à ça. Stéphane Goldin, un porte-avions français qui se prépositionne dans le golfe, dans le détroit d'Ormuz, est-ce que c'est stratégique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est stratégique pour la France. C'est stratégique aussi pour l'Europe. La France et la Grande-Bretagne, oui. Et la Grande-Bretagne, puisqu'il y a aussi un destroyer. Oui, enfin un destroyer, soit dit en passant, nous on envoie un porte-avions, et la Grande-Bretagne c'est un destroyer. La France envoie un porte-avions, c'est quand même différent. Donc c'est stratégique surtout essentiellement. Oui, je pensais que vous... Oui, Général Richoux. On a des forces aéronavales autour. Un porte-avions, ça n'est pas seul. C'est un porte-avions avec des rafales. Il y a des rafales sur ce porte-avions, donc c'est pas anodin. Maintenant, on sait très bien que la France, en envoyant ce porte-avions, va mener une mission neutre, une mission, je dirais, de défense. Oui. Alors c'est vrai que derrière tout ça, la France... De défense, vous appelez ça neutre ? Oui, enfin, dans le fond, elle va pas être offensive, cette opération. Mais on sait très bien, derrière tout ça, que la France aussi voudrait aussi défendre ses intérêts. Oui. Or, actuellement, il s'avère qu'on ne sait pas où vont aller ces négociations, si les négociations iront jusqu'au bout des choses. Dans le fond, si l'on regarde concrètement les choses, ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran, on est sur une sorte d'escalade sous contrôle, où chacun tire sans vouloir tirer, parce qu'on sait très bien qu'il y a des négociations qui se passent d'une façon souterraine, et la France, dans cette affaire, voudrait aussi tirer ses œufs, je dirais, du panier, merci, et donc exister dans cette affaire. Alors c'est vrai que ce porte-avions qui avait été d'abord placé en Méditerranée,
maintenant commence à contourner et arrive tout doucement dans le Bon, on fait étalage de notre puissance militaire. Mais on fait étalage. Je ne sais pas si franchement il y aura un impact au niveau de la stratégie d'attaque, en tout cas des combats qui pourraient avoir lieu entre les Iraniens et les Américains avec la présence du porte-avions. Justement, écoutons plutôt, je vais vous lire ce qu'en a dit les explications du président français Emmanuel Macron. La mission multinationale que la France et le Royaume-Uni ont mis sur pied, parce qu'il s'agit effectivement d'une mission à deux têtes, si je puis dire, peut aider à redonner confiance aux armateurs et aux assureurs, puisque pour le moment plus personne n'y va, tout le monde a peur. Elle sera par nature, cette opération, distincte des parties en guerre, donc c'est ce que vient de souligner Stéphane Goldin, une mission défensive. Le prépositionnement du porte-avions Charles de Gaulle s'inscrit dans ce contexte. Général Richoux, alors, que pourrait être une action défensive, une action, à distance des belligérants? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, déjà, il faudra que ça se déroule dans le cadre d'un cessez-le-feu, parce que, comme on l'a dit, on ne va pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Je croyais que justement, on changeait de stratégie et qu'on n'attendait pas forcément le cessez-le-feu. Voilà, mais un vrai cessez-le-feu, quelque chose de négocié, pas un truc comme en ce moment, qui est instable, où ça tire à peu près tous les jours. Quelque chose de négocié entre les deux parties. À partir de ce moment-là, la France peut proposer, avec les Européens, déjà de vérifier qu'il n'y a plus de mines, et ensuite, c'est un phénomène de confiance, c'est-à-dire qu'à pratiquement il n'y a plus de combat, eh bien, pratiquer l'escorte des bâtiments, comme ça s'est fait à d'autres époques, notamment au moment des guerres Iran-Irak, pour réassurer, pour rassurer plutôt les assureurs, les armateurs, etc. Mais en aucun cas, bien entendu, il ne s'agit d'un renfort pour les forces américaines pour aider à ouvrir le détroit d'Ormuz par la force. Et je terminerai par là simplement, même si le porte-avions de Gaulle arrivait et se joignait aux forces américaines, ça ne changerait rien à la situation sur le terrain. Si on voulait faire quelque chose d'offensif. Donc le but est uniquement défensif et puis peut aussi se poser comme puissance avec les Européens, parce que il y a une force aéronavale, il y a des frégates françaises, mais il y a aussi des frégates étrangères qui escortent le porte-avions. Et donc il y a la volonté de montrer que l'Europe est présente dans le règlement de la crise. Juste, il y a quelque chose qui me frappe dans la formule du président. Il y a une sorte de jargon techno-diplomatique, mais si on peut revoir la citation du président, et il y a quand même quelque chose de très très fort. Elle sera par nature distincte des parties en guerre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Que la France, avec le Royaume-Uni, une cinquantaine de nations, un quart donc des pays du monde, constituent une coalition pour aller rétablir, le Premier ministre, M. Lecornu le disait, le droit international. Liberté de navigation, donc au regard du droit international. Distincte des parties en guerre. Ça veut dire que le président français met sur un pied d'égalité les Iraniens, les Américains, les Israéliens. Nous sommes neutres. C'est le terme qui a été employé par Stéphane Goldin et il a tout à fait raison. Et ça fait partie de ces plaques tectoniques majeures qui sont en train de bouger. Hier soir, monsieur Jean-Luc Mélenchon, au micro d'Amélie Carrouer, qui posait la question suivante. Qui aujourd'hui croit qu'en cas d'attaque de l'Europe des 27 par la Russie, les Américains se tiendraient à nos côtés? Je pense qu'il y a des paroles qui traduisent une prise de conscience et donc un monde qui bouge et qui change en conséquence de ce que Donald Trump est en train de faire. Quand on jette un petit peu partout la menace existentielle, etc., cette menace existentielle, elle est aussi sur la crédibilité de la parole de l'homme le plus puissant théoriquement du monde, à savoir le président des États-Unis, qu'on traite aujourd'hui comme le régime iranien, comme Benyamin Netanyahou, en disant écoutez, nous on vient, c'est les adultes qui arrivent dans la pièce, une fois que vous vous serez calmés, eh bien, on fera revenir durablement, fiablement et puissamment l'ordre dans cet endroit qui en a énormément besoin. Mais face aux Russes, je suis pas sûr que le Mélenchon interviendrait pour protéger des pays d'une agression comme les pays. C'est exactement ce qu'il a dit. En tout cas, il n'y a pas qu'aux États-Unis que les budgets militaires explosent, puisque le budget pour les OPEX, donc les opérations à l'extérieur français, est en train d'exploser. Ce déploiement dans le Golfe, Christian Macarian, pourrait coûter plus de 1 milliard d'euros en 2026, alors que la France n'est pas partie prenante. Oui, alors elle n'est pas partie prenante, mais il faut quand même pas... Elle est en position neutre, on est en train de le répéter sur ce plateau. Oui, mais il ne faut pas induire non plus nos amis en erreur, auditeurs et téléspectateurs en erreur. Non, bien sûr que non. La France a été catégorique sur l'Iran et sur l'interdiction qui lui est faite
de se doter de l'arme nucléaire et de continuer son enrichissement. La France a été catégorique sur d'autres points aussi. C'est juste sur la question du détroit d'Ormuz où les tirs de part et d'autre sont désapprouvés, non seulement par la France et le Royaume-Uni, par la totalité des autres nations européennes. Pensez à l'Espagne, par exemple, oui. ou pensez au vent général, là je rejoins Gallagher, qui tourne à l'anti-trumpisme, puisque même Madame Meloni, qui pourtant a reçu Marco Rubio, même Madame Meloni a pris ses distances vis-à-vis de Donald Trump, alors qu'elle était considérée par Trump comme le meilleur ami après Viktor Orban. Viktor Orban qui n'est plus là. Donc il y a quand même, je défends quand même la position française, elle est très équilibrée. Alors, oui, la France a besoin d'augmenter considérablement son budget militaire. De défense, on le sait, et ça lui pose un problème majeur. Ça, c'est le cœur du débat français, à un moment où, précisément, il s'agit de réduire le déficit budgétaire et de faire des économies. Donc là, il y a un problème franco-français qui n'a rien à voir avec la stratégie, qu'il va falloir résoudre entre nous à la loyale, si je puis dire. Stéphane Goldin. Oui, simplement, dans un monde instable, à un moment donné, il va falloir trouver les priorités, il va falloir mettre des priorités sur les budgets qu'il faut. Mais je voudrais simplement revenir sur la position de la France dans le détroit d'Ormuz et regarder dans le fond peut-être le verre à moitié plein dans cette affaire. Parce que si dans le fond la mission du porte-avions réussissait, ça permettrait concrètement, je dirais, d'isoler la question du détroit d'Ormuz et de se refocaliser, en tout cas pour les Américains, c'est ce que veulent les Israéliens et les Iraniens, sur la question des Iraniens, mais surtout je pense à autre chose, parce qu'on n'en parle plus, du peuple iranien. Parce que tout a été, je dirais, le curseur a complètement bougé, et d'ailleurs les Iraniens en ont profité, et l'ont dit d'ailleurs à maintes et maintes reprises en disant que c'était leur nouvelle bombe atomique. Non seulement ce détroit d'Ormuz, dont nous ne cessons de parler, est l'objet d'un blocus iranien, vous le savez, et d'un contre-blocus américain sur les ports iraniens, mais il est aussi en proie à plusieurs marée noire. Non pas une marée noire, mais maintenant plusieurs depuis hier. Une première marée noire s'est formée sur la fameuse île de Karg. Et aujourd'hui, il y a, voilier, beaucoup plus de marées noires. 4 pétroliers ont été touchés, on l'a appris aujourd'hui, ou mis hors service par les forces américaines, près de la zone de Jask en Iran. On le voit sur ces images, il y a un pétrolier en feu et donc d'importantes marées noires, Aurélien Duchesne. Oui, c'est très important de souligner l'aspect écocide de ces guerres. Quand il y a des frappes sur des industries pétrolières, évidemment que ça fait... Enfin, quand on ne cesse de frapper sur des tankers remplis de pétrole, évidemment. On a eu ces risques en mer Noire de la part des Russes, et même quand les Ukrainiens ont frappé, ils ont systématiquement souligné qu'ils ne frappaient pas des tankers, évidemment, chargés à bloc, pour éviter ce genre de carnage. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez également alors d'autres navires qui, eux, vont vider leur ballast, qui sont également salis par le pétrole. Il y a même un autre risque écocide lié au pétrole, c'est qu'avec le blocus, les Iraniens sont en train d'accumuler des stocks monstrueux de pétrole qu'ils exportent moins qu'avant. Il y a un moment où ils vont pas se poser trop de questions, ils vont le laisser clouer dans le sable, ils vont trouver des solutions qui ne seront pas très climate friendly. Donc ces guerres commencent à poser aussi ce genre d'enjeu dans le détroit. Aujourd'hui, le CENTCOM a évidemment communiqué avec de nouvelles photos sur l'activité de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz, qui ne cesse pas, puisque ces chiffres ont été communiqués. 58 navires commerciaux ont été détournés par les Américains, disent-ils, et 4 navires commerciaux ont été mis hors de service. Stéphane Goldin, vous vouliez ajouter un mot ? Oui, non, simplement, je voulais rajouter les mots par rapport à ce que venait de dire Aurélien, excusez-moi, Anne, mais simplement, il faut comprendre aussi ce qui se passe, où il y a aussi, concrètement, une fuite de ces stocks, parce qu'il y a il y a des surstocks, pour dire clairement les choses, où il y a une tentative délibérée des Iraniens, qui est une stratégie, de vouloir faire une marée noire pour justement éviter une opération qui pourrait se mener sur l'île de Farge. Parce que je voudrais quand même rappeler une chose, l'île de Farge, c'est quand même un endroit hyper stratégique pour l'Iran. 90% des barils pétroliers passent par là. Bon.
Je précise que cette île de Khark, qui est effectivement le centre de production de l'énergie le plus important de toute la République islamique d'Iran, il n'y a pas de lien établi entre cette île de Khark et les marées noires qui sont à proximité. Mais comme ces marées noires sont nouvelles, on n'en parlait pas il y a quelques jours, nous avons cru intéressant de vous partager cette information, Sophia Amara. Oui, sauf que bien sûr que ça peut être des frappes qui ont provoqué cela, ça peut être des capacités de stockage. Ça peut être aussi un engorgement dans ce détroit qui est vraiment exactement difficile de passage et de plus en plus avec tout ce qui s'y passe. Exact. Il y a des capacités de stockage qui sont saturées et des moyens de stockage qui sont vétustes. Donc il peut y avoir eu une fuite, n'est-ce pas ? Et il se pourrait, et c'est ça la plus grosse crainte aujourd'hui ou demain, eh bien que les Iraniens qui sont face à un gros problème, c'est celui du stockage du pétrole qu'ils pompent mais qu'ils n'arrivent pas à vendre, et craignant évidemment que leur puits se tarisse, parce qu'un puits, si vous ne produisez pas de pétrole, eh bien il se tarit, eh bien qu'ils jettent du pétrole ou qu'ils le détruisent en mer. Et c'est ça la catastrophe. Or, aujourd'hui, les dernières informations vous montrent... pensez que c'est possible, ça ? C'est ce qui est craint, en tout cas. Mais aujourd'hui, pour cette nappe-là, tout porte à croire, d'après les dernières informations, qu'elle s'est réduite depuis mercredi, journée durant laquelle elle est apparue pour la première fois. L'équivalent de 3000 barils, ça c'était mercredi, elle s'est réduite depuis. Elle s'est réduite vraiment de manière considérable, donc le pire semble avoir été évité. On l'a souvent dit par rapport à la mer Baltique, bien évidemment, et par rapport à la Russie, mais plus de 90% des communications internationales Internet passent par des câbles sous-marins. Or, aujourd'hui, c'est justement dans ce détroit d'Ormuz que se pose la question d'un potentiel sabotage, de potentiel endommagement de ces câbles sous-marins. Voici ce que dit l'agence Fars, l'agence d'État iranienne. Une partie importante des câbles sous-marins passe par le détroit d'Ormuz et se situe sur le plan juridique dans une zone où l'Iran peut exercer sa souveraineté. Et elle poursuit, dans le modèle proposé de gouvernance du détroit d'Ormuz, là il faut traduire ce qui veut dire ça appartient à nous les Iraniens, le passage des câbles sous-marins doit être effectué avec autorisation et paiement de droits de passage. Les entreprises étrangères devant opérer sous les lois iraniennes. Alors Christian Macarian, donc attendez, là il faut vraiment qu'on réfléchisse 2 secondes parce que non seulement avant cette guerre rien n'était payant, mais là les Iraniens profitent de tout, c'est-à-dire ils vont faire payer les droits de passage aux bateaux, mais également pour les câbles sous-marins. Ils ont utilisé, les Iraniens, très tôt le terme de réparation de guerre. Et donc ils se servent là finalement, voilà. Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'une des conditions des négociations et d'un éventuel cessez-le-feu, ce que tout le monde souhaite, ce sera aussi un volet financier important. Autrement dit, en posant de cette façon ces droits de péage qui n'ont absolument aucun sens, ils entament une négociation et ils mettent très haut la barre parce qu'on ne peut pas accepter cela. Franchement pas. D'abord, il y a un problème, c'est celui du chenal. Le chenal entrant et le chenal sortant, à l'heure actuelle, avant la guerre, longeaient les côtes omanaises. Là, les Iraniens veulent le faire dériver vers le nord pour qu'il passe dans les eaux iraniennes. Donc, ils veulent c'est une sorte de nationalisation ou d'appropriation complète. Illégal. Mais c'est tout à fait illégal. C'est tout à fait contraire aux droits de la mer, etc. Donc l'Iran, à mon avis, joue une grosse partie diplomatique aussi en émettant ce genre de prétention absolument inacceptable. Alors écoutons justement ce qu'en a dit très précisément le vice-président iranien. En gros, il dit on contrôle tout. Nous n'aurons certainement plus à faire face à ce problème des sanctions, car le détroit est désormais sécurisé. Compte tenu du comportement récent de Trump et des ennemis de la vérité, ainsi que de notre propre position, le détroit a été solidement sécurisé. Je ne pense donc pas que nous rencontrerons de problèmes sérieux. Oui, Sophia Amara. Oui, c'est quand même assez incroyable parce que les Iraniens utilisent le langage que comprend Trump, celui de l'argent, du cash. Ça, c'est habile. C'est assez habile, même si, évidemment, c'est totalement... Tout le monde s'adapte à Donald Trump. C'est totalement illégal. Totalement illégal. Ce qu'il faut dire plus sérieusement, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, mais la stratégie des Iraniens, c'est de poser des couches, des strates, au-dessus
de leur réel objectif, c'est de préserver leur nucléaire. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme strat pour préserver vraiment ce que eux veulent préserver? C'est-à-dire, premièrement, le détroit. Deuxièmement, Bab el-Mandab. Troisièmement, les 7 câbles principaux qui passent dans cette région, mais qui peuvent toucher jusque l'Europe, n'est-ce pas? Et quatrièmement, les oléoducs qui passent d'est en ouest sur la péninsule arabique et qui transportent le pétrole saoudien. Ça veut dire que tout ça, c'est des paravents, tout ça, ce sont des alibis, et que derrière, eh bien, il y a le nucléaire qu'on a complètement oublié, sans parler du peuple iranien, évidemment, vous le mentionnez à l'instant. Mais rappelons quand même que les câbles, il y a double risque, c'est-à-dire que quand ils coupent les câbles, ils se les coupent même pour tout le monde. Ouais. Donc c'est un petit peu, vous savez, comme quand on utilise le chimique, hein. De temps en temps, ça revient dans la figure. Donc il faut quand même le faire avec parcimonie. Donc je n'ai pas certain qu'ils veulent le faire, en fait, mais ils exercent leur pouvoir de nuisance en expliquant, nous, on peut faire ça. C'est un éventail. Mais en même temps, on est capable de couper les câbles, alors faites attention à vous. C'est un éventail. Mais je ne suis pas persuadé qu'ils le fassent. Alors, ils menacent non seulement avec les câbles sous-marins, mais également aussi, regardez ces 2 images très impressionnantes de la flotte moustique iranienne. Non, je dis très impressionnant, je plaisante un peu, mais cette flotte, effectivement, là, il s'agit de 130 vedettes rapides. 130 vedettes rapides, comme celles qui ont attaqué jeudi dans la nuit les 3 destroyers américains. Alors, elles sont visibles à travers 2 formations, et on peut se poser la question si c'est justement, Aurélien, une nouvelle opération de minage auquel auraient contribué ces vedettes. Pas forcément de minage dans la mesure où ce ne sont pas les bateaux les plus adaptés pour ça, et ils ne l'auraient pas fait de jour. En revanche, plutôt une opération déjà d'intimidation. Là, évidemment, ce qui est visible notamment par satellite ou par des drones, comme les M4C Triton par exemple, ce sont des navires qui vont, c'est des bateaux plutôt, qui vont à près de 100 km/h. Et les Américains, quand vous regardez les renforts qu'ils ont déployés récemment, de manière bizarre, ils ont déployé par exemple des hélicoptères Seahawk. Ce sont les plus adaptés pour aller tirer des roquettes de type AP4WS et descendre en masse ces bateaux. Donc c'est plutôt à mon sens de la com, et le minage serait plutôt de nuit. Oui. Mais n'oublions pas que ces bâtiments, effectivement... Vous appelez ça des bâtiments? C'est des petits bâtiments. Non, c'est des petits bâtiments, donc des vedettes rapides. Ils participent au pouvoir de nuisance général dont on a parlé, et le seul fait de menacer de les utiliser dissuade d'utiliser le Bab el-Mandeb. Donc ça, c'est véritablement intéressant. Et ce que l'on peut dire, c'est que il y a pas besoin, en fait, ils peuvent rester cachés, en fait, ces bâtiments-là. Sans rien faire, sans être obligé d'agir, parce que la simple menace, permet effectivement... C'est très suffisant pour qu'un armateur et un assureur n'aient aucune envie de faire passer les navires qui l'assurent. L'idée, c'est un essaim de guêpes qui entretient une tension permanente pour vraiment pas cher. Et quelque chose de très curieux, c'est qu'on n'a vu aucune photo ni aucune vidéo des destructions présumées des vedettes par les États-Unis. Oui, effectivement. Aucune. Ce qui prouve peut-être qu'ils ne les sortent même pas. Ils n'ont pas besoin de les sortir pour pouvoir bloquer le... Alors, au-delà de cette image, là, nous avions une image fixe de ces essaims de vedettes, mais là, nous avons une image que nous venons de recevoir. Vous voyez, c'est la marine iranienne qui chasse un destroyer américain que l'on voit là-bas au loin. C'est l'ambassade iranienne au Sierra Leone. Ouais, on voit bien que là, on est sur une embarcation fragile, une vedette rapide. Une vedette rapide, mais c'est ce qu'on appelle un Schnellboot en allemand. C'est les Allemands qui ont théorisé ça pendant la guerre. On n'a pas encore un mot allemand de la soirée. Alors oui, voilà, exactement. Ça faisait longtemps. Qui ont utilisé ça en Belgique. Il fallait le détroit d'Ormuz pour que ça revienne. Bon, nous sommes donc sur un Schnellboot. Voilà, et qui peuvent être équipés de missiles ou bien de torpilles, et qui vont très très vite, mais qui n'ont pas la capacité de logistique qui leur permet d'aller au large. Il faut une mer calme et puis rester le long des côtes. Ce ne sont pas des bâtiments hauturiers. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles font sur cette image? Donc, qu'est-ce que font-elles autour du destroyer? C'est l'image. Ça, c'est véritablement pour l'image. C'est-à-dire qu'ils donnent une espèce d'impression de symétrie qui n'existe pas. Ils sont sur une barcasse. Pendant déjà, il y a un des plus puissants destroyers du monde. Mais l'image, on le suit, on est présent en mer, il ne nous coule pas, et donc il renvoie une impression de symétrie de puissance.
c'est de la com. L'image a pour but d'insécuriser la zone. L'insécurité. Il faut installer l'idée d'insécurité entretenue par l'Iran. C'est pas qu'une insécurité, c'est simplement... Lisez ce qu'il y a écrit, lisez ce qu'il y a écrit dessus. Mais lisez ce qu'il y a écrit dessus. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est pas seulement la propagande qui est écrite en arabe, c'est le fait qu'ils l'écrivent en arabe pour atteindre toutes les populations arabes. Et il y a écrit arrêtez de montrer vos muscles, vous n'êtes voilà ce qu'ils disent exactement. Que des hyènes. Alors il dit, voilà, vous avez raison, la traduction. Donc il traite les Américains de, je cite, menteurs et de, je cite, vieux renards. Il leur lance, ici c'est l'Iran, le pays des lions et de l'islam, ce n'est pas un endroit pour vous, hyènes, de faire étalage de votre force, sauvez-vous. Voilà ce qui s'est passé, ce qui a été dit sur cette embarcation. Un mot simplement, c'est pas pour insécuriser, c'est plutôt pour sécuriser, c'est plutôt pour montrer au monde qu'ils ont la main sur le détroit d'Ormuz. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'ils font sur le détroit d'Ormuz, ils vont faire exactement la même chose. Ils veulent faire la même chose en donnant l'exemple avec les câbles, parce que c'est quoi les câbles ? Les câbles, c'est une artère numérique. Et cette artère numérique, en la coupant, en mettant la pression sur le monde, vont réitérer la même pression qu'ils ont mis sur le détroit d'Ormuz. Donc on voit encore, là une fois, qu'ils détiennent encore une arme qui pourrait faire trembler, en général, le monde occidental, parce que les communications, même si cela touche le peuple iranien... ça va et puis le gouvernement. Et le gouvernement en tant que tel, ils mettent une pression... Sur les mines, là-dessus, je pense qu'on est d'accord, je doute qu'on puisse mettre des mines, sachant que si on veut derrière... couper les câbles, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est intéressant dans cette image, c'est que on a l'impression que le destroyer se sauve et qu'il donne la chasse au destroyer. C'est ça, en fait, l'image qu'il donne. C'est vraiment intéressant. Alors que c'est une bargasse de 5 mètres de long face à des destroyers les plus puissants Au passage, on constate encore une fois à quel point leur appareil de propagande vidéo est très performant. Oui, absolument. En Russie, aujourd'hui, c'était un jour important puisque c'était le 9 mai, le jour de la commémoration des fêtes de la victoire de l'Empire, l'ex-empire soviétique sur l'Allemagne nazie. Vous voyez Vladimir Poutine qui est en train d'arriver à la tribune devant le Kremlin, le mur nord du Kremlin sur la place Rouge. Alors, je constate qu'il est suivi par Alexander Loukachenko, qui est derrière lui, puisqu'il y avait assez peu de dirigeants, en tout cas occidentaux, il n'y en avait pas, sauf Fico, le Premier ministre, mais qui n'était pas présent à la parade. Et là, évidemment, Vladimir Poutine, comme chaque année, serre d'abord la main des vétérans de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Et Vladimir Poutine, après cette parade qui s'est plutôt bien déroulée, on va rentrer dans le détail, a dit ces mots-ci au Kremlin. Il a assuré tout à l'heure que la guerre en Ukraine touchait potentiellement à sa fin. En ce qui concerne la confrontation avec la Russie qui perdure encore aujourd'hui, elle touche, je pense, à sa fin. Mais cela reste tout de même une affaire sérieuse. Alors survient une question. Pourquoi ? Tout d'abord, on s'attendait à une défaite cuisante de la Russie, à l'effondrement de l'État en l'espace de quelques mois, ce qui ne s'est pas produit. Pour commenter ces propos de Vladimir Poutine, nous accueillons Alexandre Melnik. Alexandre, bonsoir. Je suis ravi de vous voir sur ce plateau. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate russe, et vous venez de publier ce livre, Le choix de la liberté, publié aux éditions Valeurs Ajoutées, que j'ai lu entièrement et qui est très touchant sur l'entièreté de votre carrière diplomatique, avec quelques touches, quelques notes personnelles. Merci Anne. Voilà, je voulais vous dire ça à cœur ouvert, à cœur nu. À cœur ouvert, c'est ça. Vous êtes complètement ouvert dans ce livre, et c'est le but. Les propos de Vladimir Poutine vous ont-ils étonné tout à l'heure ? C'est-à-dire, est-ce que, selon vous, le fait que Donald Trump se targue d'avoir réussi ce cessez-le-feu de 3 jours, franchement, 3 jours, c'est pas énorme, 9, 10, 11 mai entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que ça a eu une influence sur les propos de Vladimir Poutine, qu'on avait quand même rarement entendu dire que la guerre se dirigeait vers la fin ? Non, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait, Poutine a été sauvé par son ami Donald Trump, qui a déclaré une trêve. Donc, et après, c'est Zelensky, d'une certaine façon, qui a permis à Poutine de sauver la face et d'organiser cette parade. Mais ce que je voulais vous dire, Anne, souvenez-vous début des années 90. Nous avons observé
J'étais à Moscou. Voilà, et moi aussi, j'étais à Moscou, de façon différente, la fin de l'URSS. Oui. Eh bien, je regardais cette parade à minima. Oui, elle vous a rappelé. Au rabais, exactement. C'est-à-dire, ça m'a rappelé justement, c'est la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Union soviétique, évidemment, l'histoire ne repasse pas ses plats à l'identique, évidemment. Mais qu'est-ce que je ressentis? Je ressentis cette ambiance de fin de règne. C'est le même délitement d'un système qui n'a plus la boussole, qui n'a plus le cap. C'est le même système qui s'est mis en mode de pilotage automatique. Oui. C'est la même peur, je dirais même la paranoïa qui s'empare aujourd'hui des cercles dirigeants du Kremlin, qui perdent le contrôle de la situation. Donc, je ne dirais pas que le système va s'effondrer du jour au lendemain, mais le pronostic vital de ce système, pour moi, est déjà engagé. Donnons la parole à Jérôme Garraud, qui est notre envoyé spécial à Moscou et qui était présent tout à l'heure, non pas à la parade, il va nous dire pourquoi, mais qui connaît ce genre de parade puisqu'il y est d'habitude chaque année. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Oui, c'était un 9 mai assez particulier en Russie. Moi, c'est la 5e fois que je suis présent en Russie, à Moscou, depuis le début de la guerre pour assister à la parade militaire. Alors cette fois, notre accréditation a été refusée finalement 2 jours avant, comme pour d'autres confrères de la presse étrangère, officiellement aussi pour des raisons de sécurité. Et donc on s'est trouvé dans une ville assez calme, beaucoup plus calme que d'habitude. J'étais sur la place Pouchkine, qui mène à la place Rouge, donc sur l'espèce de grande avenue principale, sur les Champs-Élysées russes, on va dire. Et la place Rouge était hors d'atteinte, bloquée par des barrages de police situés très en amont, à plusieurs kilomètres de l'endroit où se déroulait le défilé à proprement parler. Donc on voyait avec ces Russes, on devinait plutôt la parade, on pouvait entendre au loin les coups de canon tirés à la fin du discours de Vladimir Poutine. On a aperçu dans le ciel les avions de l'armée russe qui venaient clore le défilé, et ce fut tout. Après, il faut quand même souligner que l'immense majorité des Russes a vécu cette journée comme d'habitude, c'est-à-dire en famille. Le 9 mai, la commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie, est une fête en Russie qui se célèbre essentiellement en famille. On regarde à la télévision, à la maison, un vieux film de guerre soviétique, ou alors on est autour du barbecue avec des chachliks, des brochettes avec les amis. Mais c'est vrai que ici, à Moscou, dans la capitale, tout ce qui était organisé, officiel, était quand même beaucoup moins festif que les années précédentes. Merci Jérôme Garraud depuis Moscou. Beaucoup moins festif effectivement parce que l'internet est coupé depuis pour 5 jours à Moscou. Les distributeurs de billets ne fonctionnent pas. Les aéroports sont fermés, ça fait beaucoup. Le Kremlin était évidemment qui se visite d'habitude était fermé pendant la parade et il y avait très peu de présidents présents. Gallagher Fenwick. Alors simplement on notait Loukachenko bien sûr, le président du Kyrgyzstan, du Kazakhstan, donc des pays d'Asie centrale. Mais il y avait aussi le président de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont 2 entités reconnues que par la Russie. Mais il n'y avait pas d'équipement militaire pendant tout le défilé. Effectivement, pas de matériel lourd, parce que l'autorisation, on l'a dit en début d'émission, pour que ce défilé, simili-défilé puisse se tenir, a été accordée par Zelensky tard hier, vendredi soir. Et donc, il y avait la volonté, j'allais dire, de préserver les équipements face à d'éventuelles frappes ukrainiennes menées notamment avec. Mais s'il n'y avait pas eu pardon de vous couper, Gallagher, s'il n'y avait pas eu ce cessez-le-feu de Trump là, accepté par Zelensky et Poutine, vous pensez qu'il y aurait eu que les Ukrainiens auraient empêché la tenue de la parade? C'est une très très bonne question. En fait, Vladimir Poutine avait le choix entre 2 démonstrations de faiblesse. La première, cataclysmique, son absence lors du défilé du 9 mai, puisqu'il y a de vraies interrogations sur la capacité de ses services à assurer sa sécurité. On va y venir tout de suite. Et le deuxième scandale, moins petit que le premier, un Vladimir Poutine qui se présente, mais devant un défilé qui dure à peine 45 minutes. Et Jérôme Garraud l'a très bien expliqué, une foule, y compris celle des journalistes, tenue à distance, des images très contrôlées, et un Vladimir Poutine qui non seulement n'a pas réussi à imperméabiliser l'une des plus grandes villes russes, Moscou en l'occurrence, par rapport à la guerre, mais sa propre personne. Puisque maintenant, et vous le savez, le bruit qui court, c'est qu'il y a une paranoïa qui est encore plus aiguë qu'elle ne l'est habituellement, et qui fait que chacun de ses déplacements est extrêmement contraint, et qu'il aurait, j'emploie le conditionnel, puisque c'est une information qui est rapportée par le FT sur la base de ce qui est fourni par une agence de renseignement européenne,
la crainte d'un coup d'État mené, pourquoi pas, par un des hommes Shoigu, dont il a été effectivement... Voilà. Alors avant d'arriver à Sergueï Shoigu, vous avez raison, essayons de lister, de détailler les précautions dont s'entoure aujourd'hui Vladimir Poutine, puisque effectivement, Gallagher, vous l'avez dit, selon une agence de renseignement européenne, le Kremlin craindrait potentiellement un coup d'État. Alors les précautions sont grandes. D'abord, il y a les cuisiniers, les gardes du corps, les photographes de Vladimir Poutine, qui ont l'interdiction, Christian Macarian, d'utiliser les transports publics. Les visiteurs du Kremlin sont fouillés à 2 reprises. Ceux qui travaillent à proximité du président Vladimir Poutine n'utilisent que des téléphones sans accès à Internet. Ça fait beaucoup, tout ça. Et des conseillers proches, y compris des gens qui ont leurs entrées au Kremlin, voient leur domicile perquisitionné ou surveillé, ou en tout cas sont mis sur écoute. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Mais quand même, soyons factuels au lieu de fantasmer. Tout de même, à la fin de l'année dernière, il y a quand même quelques mois, un lieutenant général, Sardarov, a été assassiné. Un attentat à la voiture piégée. Alors, c'était en décembre 2025, Fanil Savarov. Voilà. Et il a été tué par des agents ukrainiens. Il a été tué par des agents ukrainiens, c'est l'avis général. En février, deuxième fait majeur, un officier, alors il n'a pas été tué, mais très grièvement blessé, un officier du renseignement militaire a été atteint dans sa cage d'escalier dans son immeuble, à son domicile. Là aussi, les Russes ont accusé tout de suite les services ukrainiens. Donc il y a honnêtement une pénétration, une possibilité pour les Ukrainiens de nuire, qui ne date d'ailleurs pas d'hier, puisqu'en 2023 déjà, à la veille du défilé, 3 ou 4 jours avant de mémoire, 2 drones avaient frappé le dôme d'un bâtiment du Kremlin. Donc, vous voyez, c'est quand même un faisceau d'indices qui montre que Poutine, qui a un penchant naturel pour la paranoïa, ça on le sait tous, est quelque part dans une situation qui pour lui est nouvelle. Moi, j'irai pas plus loin. Qui pour lui est nouvelle, c'est la raison pour laquelle on ne voit plus que des chefs d'État secondaires comme Tokayev, le président du Kazakhstan. Attention, ne vexez pas nos amis. Non, mais je veux le pas Kazakhstan est un grand pays. Mais je tiens à dire que M. Tokayev a été remis au pouvoir par une action musclée militaire des Russes, sans quoi il aurait été renversé. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce que vous avez commenté, c'est-à-dire cet assassinat, parce que c'est très important, l'assassinat en décembre dernier de ce général, parce que ça a beaucoup changé de choses. Et justement, l'agence de renseignement à laquelle nous faisons allusion a rendu public ce qui se fait très rarement, le détail justement des échanges de cette réunion qui a eu lieu 3 jours après l'assassinat de ce général, quand le chef d'état-major a critiqué le chef du FSB dans le bureau du Kremlin de Vladimir Poutine pour avoir échoué à protéger un de ses officiers. À la fin de la réunion, selon cette agence de renseignement européenne, Vladimir Poutine aurait appelé au calme et demandé à ce que la solution soit trouvée d'ici 1 semaine. Alors on se demande quand même, Alexandre Mennik, pourquoi une agence de renseignement rend public aujourd'hui, alors c'est ce qui se fait quand même très rarement, le détail d'échange d'une réunion dans un pays hostile, parce que c'est quand même la crainte de compromettre leur source, qui est forcément une source humaine dans ce cas-là, est assez élevée. Donc tout ça montre il y a un faisceau qui va dans le sens de cette paranoïa. C'est-à-dire il y a des fissures aujourd'hui qui existent au sein des structures du pouvoir en Russie. Donc il y a la guerre des clans. C'est toujours difficile d'analyser la politique intérieure à Russie. Winston Churchill disait que c'est le combat de bulldogs sur le tapis. Donc, mais en même temps, on peut aujourd'hui voir qu'il y a des clans qui s'affrontent à l'intérieur du Kremlin. Je dirais qu'il y a les clans qui appartiennent à l'armée, aussi aux services de sécurité, services secrets, et aussi je voudrais attirer l'attention sur la montée en puissance ces derniers temps d'un service relativement nouveau dont on a peu parlé ces derniers temps, c'est-à-dire le service fédéral de protection. FOS. C'est-à-dire c'est la garde prétorienne de Poutine, qui est composée quand même de 50 000 de personnes.
Et finalement, c'est au-dessus de ces rivalités entre les services. C'est pour ça que Poutine, lui, il craint vraiment pour sa propre sécurité. Oui. Et quand on dit que Moscou était dans ce climat sécuritaire, mais finalement, il s'agit d'assurer la sécurité d'un seul homme, qui s'appelle Vladimir Poutine. Donc, c'est pour ça que je constate aussi l'isolement de Poutine. Peut-être il finira comme Staline, d'ailleurs. Vous savez que Staline, lorsqu'il était mort, même son médecin traitant a mis du temps, quelques heures, peut-être même plus, à rentrer dans le bureau pour constater la mort. Oui. Tout le monde avait peur de rentrer et de constater la mort. Effectivement. Peur sur la ville. En tout cas, plus proche de nous, le 5 mars dernier, l'ancien aide justement de Sergueï Shoïgou, l'ancien ministre de la Défense, cet homme est un des plus loyaux vis-à-vis de Vladimir Poutine, avait été arrêté. Donc, il a été arrêté il n'y a pas longtemps, ce Rouslan Salikov. Ce qui a donné quand même, Aurélien Duchesne, une espèce de signal aux élites de Moscou, selon lesquelles peut-être elle ne serait plus protégée. Et Sergueï Shoïgou lui-même pourrait se sentir affaibli, d'où les possibilités, en tout cas ce sont des rumeurs qui bruissent à Moscou et en dehors de Moscou, de coups d'État qui pourraient, je parle bien évidemment au conditionnel, être fomentés par Sergueï Shoïgou, qui est quand même l'actuel secrétaire du Conseil de sécurité. Absolument, donc le Sergueï Shoïgou, c'est l'un des siloviki, comme on dit, ça veut dire les structures de force historiques. Alors on le voit à droite de l'écran, en haut à droite de l'écran, c'est Sergueï Shoïgou. Absolument. Celui que l'on voit à gauche, c'est celui qui a été arrêté, qui est un assistant de Sergueï Shoïgou. Et donc ce qu'on a observé, c'est que autant les principales personnalités comme Sergueï Shoïgou, Valéry Gerasimov et d'autres proches de Poutine sont maintenus au pouvoir, il y a un peu un jeu de chaises musicales, parce que Poutine fait prioriser la loyauté à toute épreuve, et c'est pour ça que les mêmes restent au pouvoir depuis 15 ou 20 ans autour de lui. Mais en revanche, quand on parle de leur cabinet, de leurs conseillers, de tous ceux qui travaillent pour ces personnalités, il y a des sortes de purges. C'est pareil au niveau du ministère de la Défense que dirigeait Shoïgou pendant près de 12 ans, pardon. Il y a eu un gros ménage qui a été fait depuis l'arrivée du nouveau ministre il y a 2 ans, Andrei Belousov. Il y a eu un gros ménage qui a été fait parce qu'à chaque fois, il y a l'idée qu'il y a un État dans l'État qui se développe et qu'il y a des rivalités désormais, non plus entre des clans idéologiques. Il n'y a plus aujourd'hui une fraction libérale qui s'opposerait à la fraction nationaliste. Il n'y a plus que des nationalistes et des durs de chez durs. Mais il y a une rivalité désormais entre les ministères et entre les administrations. Après, les rumeurs de coup d'État, ça paraît quand même extrêmement improbable. On a vu ce qui est arrivé à monsieur Prigojine en 2023. Mais de l'avis des kremlinologues, la seule menace envers Poutine, elle viendra de l'intérieur de l'État et certainement pas de la rue. Ou pas, parce que en fait, j'y crois pas trop non plus. Parce que... Revenons à ce qui se passe dans la guerre en Iran. Beaucoup de nouveaux autour de la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, qui est techniquement britannique, comme vous le savez, mais opérationnellement américaine. Sur ces images satellites, on voit que est arrivé ce navire américain, le Ocean Trader, qui est un navire de soutien pour les Navy Seals et autres forces spéciales américaines. Mais il n'est pas le seul qui est là sur cette base de Diego Garcia. Il y a également un navire de transport qui s'appelle l'USNS Pililao. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit, Général Richoux. Il y a également un destroyer et un autre navire non identifié de 145 mètres. Donc bref, que signifie, Général Richoux, ce renforcement militaire sur cette base dans l'océan Indien de Diego Garcia? Ça veut dire qu'on prépositionne des forces pour le cas où. Mais rappelons-nous que Diego Garcia n'est pas aux portes du détroit d'Ormuz. C'est quand même très très loin. C'est à plusieurs milliers de kilomètres. 4000 kilomètres. Voilà, il faudra quand même une petite semaine de mer, vraisemblablement, à ces navires, s'ils en ont besoin, pour rejoindre. Donc ça veut dire qu'on les prépositionne. Ça veut dire qu'ils peuvent être prêts à l'usage en fonction des options qui vont être choisies en fonction des négociations. Mais on ne les rapproche pas pour le moment du théâtre. Alors peut-être pour des raisons de sécurité et peut-être aussi parce que les décisions ne sont pas prises concernant l'usage que l'on peut ou ne peut pas en faire. Mais effectivement, on veut rassembler tous les atouts, tous les outils pour être prêt à réagir. Pour être prêt à réagir, et pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle que côté iranien, on est également prêt à réagir, puisque nous venons de prendre connaissance de ce tweet, de ce post du haut commandement des forces aérospatiales des gardiens de la révolution iranienne, qui disent que les missiles et les drones
ont verrouillé, c'est un terme militaire, des cibles américaines dans la région, ainsi que les navires ennemis agresseurs. Nous attendons l'ordre de tirer. Cette base américaine de Diego Garcia, Fenwick, c'est une des bases les plus stratégiques au monde parce qu'elle est loin de tout regard civil. D'abord parce que la population locale en a été enlevée, on a été chassés, les Chagossiens, on a été expulsés dans les années 70. Et donc aujourd'hui, c'est toujours là que se positionnent les plus gros équipements avant des grands événements, surtout au Moyen-Orient. Ben voilà, c'est quand même stratégiquement très très bien placé au milieu de l'océan Indien. Vous disiez qu'elle est britannico-américaine en vertu d'un arrêt de la Cour internationale de justice de 2019. Elle est en réalité mauricienne, puisque l'archipel du Chagos doit revenir. Il va revenir. Voilà, la négociation est en cours. Mais non, l'un des bâtiments qui attire le plus l'attention, je crois que c'est le Ocean Trader, qui est une sorte C'est ça. Un bâtiment à l'apparence civile qui a été acheté par la marine américaine, qui l'a reconfiguré pour en faire une véritable base flottante. Et l'une des raisons pour opérations lesquelles spéciales. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a environ 100 à 150 membres des forces spéciales, avec un équipage d'une 159 exactement, vous avez raison. Des Zodiac, un hangar à hélico, des baies de lancement pour des bateaux, et évidemment des drones. Donc c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir débarquer, pardon. Voilà, donc ça pose la question de pouvoir débarquer. Ça débarque pas les SEALs de manière réglementaire comme à Omaha Beach. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Les SEALs sont des commandos marines en fait. C'est l'équivalent des Delta, mais en mer. Donc en fait, la plupart du temps, on les largue au large. Et puis, dans l'eau, vous voulez dire. Mais oui, mais il vient. Le bâtiment va pas se rapprocher vraisemblablement du détroit d'Ormuz plus que ça. Je veux dire, ces unités-là, après, elles deviennent autonomes et elles abordent discrètement les côtes pour pouvoir faire des coups de commando, la question maintenant, c'est soit sous l'eau, soit avec des petites embarcations, mais de manière absolument très discrète. Bien entendu, ce bâtiment-là, qui n'est pas protégé ou mal, n'a pas vocation à se rapprocher. C'est une plateforme logistique, finalement. Et donc, on en revient à la question initiale. Alors, pourquoi le ramener sur zone ? Donc, il y a plusieurs hypothèses. L'une, c'est qu'il participe aux missions d'abordage dans le cadre du contre-blocus américain. Une autre, c'est une opération contre l'une des petites îles de l'archipel du détroit, dans le détroit d'Ormuz, ou alors qu'il participe en cas de retour à des hostilités plus intenses, qu'il soit l'une des facettes d'une opération qui combinerait différentes forces. Donc il y a énormément d'incertitudes sur le pourquoi de la présence de ce bâtiment qui attire beaucoup de Camara. Oui, effectivement. Ou encore, pour compléter, une autre option, ce serait qu'il soit là pour être en backup d'une opération qui mènerait, il faut pas oublier que c'est effectivement à 4000 km, mais à extraire les fameux 440 kilos d'uranium enrichi. Et ne pas oublier non plus que cette plateforme permet d'écouter tout ce qui se passe sur zone. Donc, le fait qu'elle soit là ou qu'elle puisse se rapprocher, si jamais Donald Trump donne l'ordre de reprendre les affrontements avec l'Iran, peut-être que ça pourrait aussi servir à cela. Donc il y a du mouvement sur la base de Diego Garcia. Il y a également beaucoup de mouvements et même, je dirais, des embouteillages à l'aéroport de Ben Gurion en Israël, puisque le nombre très important de ravitailleurs américains provoque carrément une crise de stationnement et force les avions civils d'El Al à stationner sur une piste adjacente à celle du décollage. Stéphane Goldin, j'imagine que vous connaissez très bien cet aéroport. Non, mais ça se produit relativement souvent. En tout cas, là, on voit bien que l'aéroport de Ben Gurion est très important pour tout ce qui sont les mouvements militaires américains au Moyen-Orient. L'aéroport de Ben Gurion et un deuxième aéroport au sud d'Israël sont devenus, je dirais, une zone logistique, une zone une plaque tournante logistique pour l'armée américaine. Et c'est vrai qu'il y a dans le fond cet accord qui a été fait entre les États-Unis et Israël. C'est dans ce cadre de cet accord pour cette opération, il allait de soi que les Américains allaient pouvoir se servir de ces zones logistiques. Et la question du ravitaillement des avions est quelque chose de très important, parce que c'est vrai que nous sommes quand même à une distance de 1200 à 1700 kilomètres pour ces avions pour pouvoir parcourir, avec quelquefois ils
peut y avoir aussi quelquefois des ravitaillements en vol, donc on a besoin de ces avions. Donc oui, et actuellement l'aéroport Ben Gurion est essentiellement, non pas essentiellement, mais énormément utilisé par des avions des forces américaines. Je voudrais simplement revenir, si vous me permettez, Anne, sur le... Non, je ne vous permets pas. Bien sûr que oui, ne me posez pas la question. Attention, je suis joueuse. Le Ocean Trader, qui est... oui. Il faut comprendre que c'est une zone, aussi c'est une plateforme logistique et des commandos américains partout, pratiquement dans le monde. C'est-à-dire que sur ce bateau-là, vous avez une vision de toutes les forces américaines où elles se situent dans le monde. Et elles ont une capacité aussi à faire déplacer ces commandos partout dans le monde. Et donc c'est bien ce qui est en train de se passer là. Comment ? C'est en train de se passer. Donc la question, est-ce que c'est une guerre psychologique qui est encore une fois en train d'être menée pour montrer la force américaine et la présence de ces commandos qui, je peux vous le dire pour les connaître, qui ne sont pas des enfants de cœur. Justement, vous les connaissez, donc parlez-en-nous. Qui ne sont pas des enfants de cœur et qui connaissent ce travail pour avoir participé à pas mal d'exercices. Ah bah d'accord, on va en savoir de plus en plus. Mais toujours est-il qu'il y a aussi derrière tout cela, et Sophia l'a dit, une zone d'écoute qui est extrêmement importante, qui permet d'écouter toutes les communications, je dirais, de toutes les armées américaines sur le terrain. Et je voudrais simplement dire que ces commandos, qui sont des forces spéciales, peuvent intervenir en un temps ultra rapide sur n'importe quel point de la planète. Donc toute la question est de savoir, est-ce que nous sommes encore dans cette guerre psychologique où nous allons être amenés à voir une opération bien spéciale, parce que depuis le début de la soirée, on le dit, mais on ne le reprend pas. Toute la question qui n'est pas débattue, c'est la question des 440 kilos de nucléaire. Et dans le cadre de cet accord, pour le moment, on parle de tout, sauf de ces 440 kilos de nucléaire. Et on sait très bien, en tout cas pour Israël, il ne peut pas y avoir d'accord tant que cette question-là n'est pas réglée. Et le problème en plus, c'est que si tant est que les Américains et les Israéliens décident d'aller récupérer ces 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, eh bien, les hommes qui ont été envoyés sur cette plateforme, ils sont au nombre de 150. C'est toujours... Alors, il faut savoir que Donc, juste pour ça, vous êtes d'accord que... et également vous, général, eh bien que pour faire cette opération, ce nombre d'hommes n'est pas suffisant. Non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Non, justement, ce sont des petites unités qui sont très très mobiles et en général, ce sont pas des bataillons entiers. Par contre, ce qui est intéressant, il a fallu d'hommes pour extraire. Même pour extraire, vous savez, attendez, pas en même temps. Extraire, c'est une demi-palette, c'est l'équivalent d'une demi-palette. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que s'il doit y avoir une opération et si on amène ces hommes-là, ça veut dire que derrière, en amont, il y a une source du renseignement encore beaucoup plus précise en cas d'attaque sur un site bien précis, parce que quand on envoie ces hommes-là, c'est-à-dire qu'ils ont de l'alpha à l'oméga, même plus, parce qu'ils ont une possibilité, évidemment, de devoir se retirer au cas où, et avec plusieurs plans dans leur champ d'action. D'accord. Bon, on a bien compris qu'effectivement des commandos potentiels étaient en train de se préparer. Il y a là, c'est une image de Donald Trump qui est actuellement en direct que nous vous diffusons. Il est où exactement ? En Floride, effectivement, sur un terrain de golf, oui. Si, ouais. Nous sommes samedi à la mi-journée aux États-Unis, oui, donc ça paraît. Il est chez lui. Tout à fait normal. Il est chez lui. Intéressons-nous à une image qui est une image cher aux contribuables américains, une image qui est celle d'un avion sur lequel se trouve une kill mark. Une kill mark, c'est sur le fuselage, donc en dessous du cockpit, côté gauche. Quentin, si vous pouviez mettre ce F-16, effectivement, les F-16 sont de sortie sur Hormuz. Voyez ce F-16 et nous avons encerclé de rouge cette kill mark qui veut dire quoi ? Voilà. Ça veut dire, c'est un trophée, bien sûr. Ça témoigne de la dangerosité de la mission. C'est un trophée pour le pilote qui est aux commandes de l'appareil, Aurélien Duchesne. Et c'est une marque de tir réussi sur un missile anti-radar. C'est la silhouette stylisée du missile que vous voyez là, cette fameuse kill mark. Voilà.
donc ce pilote de F-16 est un pilote qui a réussi quelque chose d'extrêmement dangereux et qui a réussi justement, grâce à lui, grâce à la dangerosité de sa mission, grâce au risque qu'il a pris, à faire en sorte que d'autres avions alliés puissent voler. Absolument, ce sont des missions d'interception contre les missiles, voire contre les drones. D'ailleurs, l'armée de l'air française fait la même chose aux Émirats arabes unis, où des hélicoptères Tigre et des avions Rafale abattent drones et missiles. Évidemment, abattre un missile, alors c'est d'autant plus dangereux, et il faut l'abattre avec un autre missile qui, généralement, côté américain, coûte beaucoup plus cher que ce qu'envoient les Iraniens. Et la deuxième chose, c'est que les Américains, il y a eu un taux d'interception global de 90% des missiles et des drones iraniens. Mais les carences en matière d'interception aérienne, elles étaient au sol, au niveau des bases. Donc les Américains ont beau jeu de renforcer leurs moyens d'interception par des avions. Il faut signaler qu'aujourd'hui, les F-16 qui sont déployés à Hormuz, c'est pas eux qui mènent des actions offensives. Il y a des avions F-18 qui sont allés frapper des navires qui voulaient forcer le blocus, mais ils pourraient recommencer demain des missions d'interception. Donald Trump a commencé à tweeter, nous sommes avant ces images, puisqu'on vient de vous le montrer sur un terrain de golf, et il n'avait apparemment pas son téléphone à la main, mais enfin quand il a son téléphone à la main, voici ce qu'il produit. Bye bye drones, vous voyez, c'est un tweet de Donald Trump tout à l'heure, et puis donc il a également commis un autre tweet, un autre post sur Truth Social dans lequel il montre des papillons. Alors là, attendez, alors on parle d'abord les papillons, voyez. Les papillons, vous vous souvenez, hier soir sur ce plateau, nous étions en train de commenter, parce qu'hier, il avait pas mis cette image, il avait fait une phrase par rapport, que nous avions considéré comme potentiellement poétique d'ailleurs. Une phrase dans laquelle il comparait les drones qui tombaient à des papillons qui s'évanouissaient dans l'océan. Mort. Voilà, maintenant on a droit à la photo. Oui, il avait utilisé le terme. Vous êtes impressionné? Mort. Oui. Il avait utilisé le terme mort en disant que sans avoir cette photo, eh bien que les drones tombaient doucettement vers le fond de la mer comme des papillons morts. Voilà. Oui, Christian Macarian. Comme on dit en anglais, it's just pathetic. C'est juste complètement pathétique. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que s'il n'y a plus de drones et si tous les bâtiments sont au fond de la mer, le détroit d'Ormuz est ouvert. Oui. Vraisemblablement, parce que il nous explique finalement mission accomplie dans cette affaire-là. Il n'y a plus aucun moyen de défense des Iraniens, et donc il doit nous expliquer ce soir que le détroit d'Ormuz ne pose plus aucun problème en matière de liberté de circulation. Donc bien entendu, c'est de la propagande, mais plus on en parle, moins on est rassuré vraisemblablement des effets de ses propres armes. Chez Donald Trump, l'usage du tweet très souvent est une sorte de compensation au pouvoir qu'il n'a pas sur les prises de décision militaires qui très souvent lui échappent, parce qu'on a réussi à l'éloigner un petit peu des décisions opérationnelles les plus chaudes, les plus brûlantes. Donc il suit les choses, bien sûr, mais d'un peu haut. Donc sa manière d'envoyer des tweets reste, à mon avis, complètement décorrélée de la gravité de la situation. Bon, Donald Trump, en même temps, il a le droit de faire des tweets. Effectivement, il est là, on le voit à l'écran en direct. Il est en train. Alors, on me dit que à sa droite, pour nous, quand on regarde l'écran, mais donc à sa gauche, c'est son fils, et il est donc à Virginie, à Sterling, en Virginie, et en train d'assister à du golf, à un match de golf, j'allais dire, à une partie de golf. Oui, bien sûr, un tournoi de golf. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une vitre qui le protège d'éventuels attentats. Ouais. Non, après, juste Sterling, c'est pas très loin de la Maison Blanche. Ça veut dire que Donald Trump, après, on sait qu'il peut travailler depuis Mar-a-Lago, mais il y a manifestement ou sans doute la volonté de ne pas trop s'éloigner de la Maison Blanche, ce qui peut éventuellement vouloir dire, pure supposition de ma part, que des décisions importantes pourraient être prises. Oui, doivent être prises, et qu'il ne faut pas qu'il soit trop éloigné. Il assiste à un tournoi en tout cas, majeur. Hier, cette nuit, avant de s'envoler justement pour la Virginie, Donald Trump a répondu à des questions des journalistes, et il a évoqué cette mission qui avait commencé lundi, qui n'a duré que 36 heures. Vous savez, cette mission de police dans le détroit d'Ormuz qui a coupé court. Mais voici ce qu'il dit concernant le potentiel retour de cette mission dans un autre format. Nous prendrons une autre voie si tout n'est pas finalisé.
Nous pourrions revenir au projet Liberty si les choses n'avancent pas, mais ce sera le projet Liberty Plus, c'est-à-dire le projet Liberty plus d'autres choses. Nous sommes en direct avec Justine Jankowski. Justine, vous êtes pour nous, pour LCI et TF1 à Washington. Que veut dire exactement Donald Trump quand il parle maintenant de ce projet Liberté, puisque c'est le nom de cette mission? Là, en début de semaine, elle s'appelait Projet Liberté. Maintenant, c'est Projet Liberté Plus, Premium, c'est-à-dire plus large, bigger. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, il a dit plus projet liberté, plus autre chose, mais sans donner plus de détails. Et en fait, la manière dont on l'interprète ici, eh bien, c'est que c'est tout simplement une menace, une manière, une fois de plus, de mettre la pression sur les Iraniens pour les forcer à venir à la table des négociations. D'autant que Donald Trump croit toujours à ces négociations. C'est ce qu'il confiait tout à l'heure à LCI. Il disait: je m'attends à ce que les Iraniens reviennent très prochainement vers nous. Et je regardais tout à l'heure l'antenne de ABC, la chaîne de télévision ABC, qui relatait justement cet échange entre Donald Trump et notre antenne, signe que c'est finalement aujourd'hui la seule communication que Donald Trump a donnée sur le sujet, à l'exception évidemment de ces quelques messages qu'il a postés sur son réseau social Truth, que vous avez montré, ces images qui semblent être générées par intelligence artificielle et qui montrent ces navires iraniens couler au fond de l'océan grâce à lui. Toujours est-il que ici, évidemment, on se pose un peu la question, est-ce que les Iraniens n'ont pas répondu à la proposition de paix des Américains? Est-ce qu'ils ont refusé? Et on a le sentiment que Donald Trump se trouve finalement un peu forcé d'attendre. Il sait qu'il a tout intérêt à régler le conflit par la voie diplomatique, à ne pas relancer les hostilités, pour ne pas se mettre à dos son opinion publique, pour ne pas non plus s'enliser dans une guerre longue. Donald Trump, qui vous l'avez dit, est parti participer à un tournoi de golf tout à l'heure, mais dans les environs de Washington. Il revient ce soir à la Maison-Blanche et il y passera la journée de demain pour travailler, signe quand même qu'il veut que les choses avancent. Merci beaucoup Justine Jankowski, vous étiez en direct avec nous de Washington. Donald Trump a eu le temps aujourd'hui de parler à Margot Haddad sur LCI et voici ce qu'il lui a dit concernant les négociations, parce que on rappelle que Donald Trump attend, effectivement, est en attente d'une réponse de la part des Iraniens à un document que les Américains ont envoyé, qui est un document qui ferait une page seulement par rapport aux négociations de paix en cours sur cette guerre en Iran. Did you receive any answer from the Iranians on the deal? They are wanting very much to make a deal. We'll find out very soon. Okay? Gallagher Fenwick, Donald Trump insiste là, pour le coup, ça fait quand même plus de 48 heures, c'est long pour Donald Trump, qu'il dit la même chose. C'est-à-dire il n'a pas dit l'inverse. C'est-à-dire il continue à dire qu'il attend et qu'il espère un accord. Surtout, non, ce qu'il dit, c'est que les Iraniens veulent désespérément, ils ont très envie d'un accord. Donc, question suivante, mais pourquoi ne l'acceptent-ils pas? Pourquoi ne le prennent-ils pas? Alors, où est-ce que ça bloque, monsieur le Président des États-Unis? Bon, il y a 3 premiers paramètres, et on l'a déjà dit, la réouverture du détroit d'Ormuz, la fin du blocus américain sur les ports iraniens et la fin des hostilités, afin d'ouvrir une fenêtre de 30 jours à l'intérieur de laquelle... on n'y est pas, des discussions plus substantielles pourraient avoir lieu, avec la volonté du côté de Donald Trump d'avoir déjà une partie du travail accompli sur la question du nucléaire, avec des jalons qui seraient déjà posés, ce qui paraît totalement inacceptable aux yeux des Iraniens, qui eux se sentent enhardis et en position de force. Pourquoi ? Parce qu'on est au 90e jour, ou je sais plus, d'une guerre qui devait durer 2 semaines, et ils ont tenu tête. Ils ont survécu aux assauts menés à la fois par le pays le plus puissant de la région, militairement parlant, Israël, adossé à la plus grande puissance militaire du monde, les États-Unis. Donc eux refusent ce premier pas, ce qui complique largement, si vous voulez, le chemin qu'essaye d'emprunter Donald Trump en direction de la table des négociations avec diverses médiations. Juste une toute petite note pour dire qu'il y avait... hier, parce que ça c'est de la substance, parce que Donald Trump il occupe la surface médiatique avec ses déclarations qui ne veulent pas dire grand-chose. Il y avait le Premier ministre du Qatar, voilà, Al Thani, reçu par J.D. Vance. Exactement. Ce qui veut dire, ça veut dire que le Qatar joue un rôle
pur et dur. Il n'y a pas que le Pakistan. Le Qatar est un relais traditionnel. Il y a même, d'après la presse arabe, le Qatar prend plus de poids que le Pakistan dans ce dernier round. C'est incroyable, parce que alors il y a les communications sur les négociations officielles, donc au Pakistan, les communications sur les négociations moins officielles via le Qatar, etc., etc. Il y a une certaine confusion qu'on ne cesse de décrire autour de ce plateau, incontestablement, mais il faut prendre au sérieux, à mon avis, la médiation du Qatar, car le Qatar a une certaine tradition de discussion avec l'Iran. Ils exploitaient une nappe de gaz offshore en commun, et jusqu'à cette guerre qui a poussé l'Iran à tirer sur les installations gazières qatari, ce qui n'a pas été du goût de la totalité des dirigeants iraniens. Il y a eu une dissension à ce sujet à l'intérieur du régime iranien, mais toujours est-il que le Qatar, n'oublions pas, était suffisamment proche des Iraniens pour que les Saoudiens envisagent de punir et de sanctionner le Qatar en 2019. Il y avait même un projet complètement fou qui consistait, heureusement, qui a jamais vu le jour, qui consistait, comme le Qatar est une sorte de presqu'île, à couper le Qatar du continent en creusant un canal pour en faire une île. Donc c'était une idée. Ah oui, ça c'est une idée farfelue. Mais pour souligner, mais elle a été quand même émise. Donc non, mais je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Christian Macarian, parce que nous venons d'apprendre l'information. Je pense que vous ne l'aviez pas. C'est que justement le Premier ministre qatari a été reçu donc aujourd'hui également par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison Blanche à Miami, et Marco Rubio. Les deux en même temps. Donc ils ont passé un certain nombre d'heures tout à l'heure à discuter dans le cadre justement des efforts visant à mettre fin à cette guerre. Ça confirme qu'il faut bien prendre au sérieux cette médiation-là. Cette médiation-là. Mais écoutons ce qu'a dit le porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien en regard, disons, à ce que Donald Trump précise et répète par rapport à cette nécessité de réponse qu'il attend de la part des Iraniens. Voici la réponse iranienne. J'ai présenté le sujet à mes collègues. Cette question est toujours en cours d'examen. Le délai qu'ils m'ont donné n'a pas vraiment d'importance pour moi. Nous faisons notre travail. Nous ne nous soucions pas beaucoup des délais ou des échéances. Oui, Sophia Mara, vous avez remarqué que depuis hier, les hauts fonctionnaires iraniens dont les images nous parviennent, c'est toujours dans la rue. Là, ils projettent une image où ils sont dans la rue, en train de marcher, et on leur pose des questions. Oui, tout à fait. Et ces images-là renvoient une information qui est sciemment que ces responsables laissent fuiter sciemment, c'est-à-dire qu'on est tranquille, on se promène. C'est ça, tout va bien. Tout va bien, on n'est pas visé, le pouvoir est encore là, il est courageux, il est dans la rue et il fait poireauter l'homme le plus puissant du monde, de la planète, en disant, premièrement, vous êtes pressé, plus vous êtes pressé et plus on prend notre temps. Deuxièmement, vous allez apprendre ce que c'est que la patience stratégique iranienne, n'est-ce pas, qui a réussi à faire plier deux puissances, Gallagher le disait à l'instant. Et puis troisièmement, ils prennent leur temps pour plein d'autres raisons, parce qu'ils savent que Trump a des échéances, et la plus importante et la plus proche, c'est celle de la visite de Donald Trump en Chine et qu'il risque d'y aller dans une situation où, enfin en tout cas, il y a peu de chances pour que Trump frappe l'Iran avant cette réunion cruciale, qui ne sera pas reportée une deuxième fois, parce qu'elle a déjà été reportée une première fois. Donc tout ça fait que, eh bien, Trump s'impatiente, et peut-être que la visite des Qataris, qui est un signe très positif pour ceux qui attendent ou qui s'attendent à ce qu'il y ait une évolution vers un plan de paix, eh bien, les Qataris sont une option très crédible, puisqu'ils ont, comme vous le disiez, un héritage et une tradition en la matière, et qu'ils sont des partenaires de l'Iran au niveau commercial et gazier notamment. Christian, en résumé, depuis le 28 février, le début de cette guerre, on a eu comme intermédiaire le Oman, puis on a eu le Pakistan, et maintenant le Qatar. Je veux dire, imaginez dans la tête des dirigeants iraniens ou de ce qu'il en reste, quelle lecture ils peuvent faire de cette incroyable confusion qui n'est pas à l'honneur de la diplomatie américaine. Christian. Donc, alors, si vous permettez, d'une phrase, donc c'est exploité par les Iraniens. Tout à fait. Que le monde entier leur court après. Voilà. Oui, c'est comme ça que c'est exploité. Comme un signe de fléchissement des Américains. Donc ça n'aide pas à l'obtention
des gains américains, ni à la réalisation des objectifs auxquels tous les pays démocratiques veillent, à savoir, surtout et avant tout, supprimer cet uranium enrichi. Et côté américain, il y a l'ancienne candidate à la présidentielle Kamala Harris qui s'est littéralement lâchée hier à Las Vegas. Elle était évidemment face à des démocrates. C'était une réunion avec le Parti démocrate du Nevada. À propos de cette guerre, voici ce qu'elle dit, assez crûment. Quand on regarde cette guerre en Iran, que le peuple américain ne veut pas, qui n'a pas été autorisée par le Congrès, mais même si elle l'avait été, elle n'aurait pas dû être déclenchée. Il a parlé de rayer l'Iran de la carte, puis il a dit « Oh mais non, je n'ai pas dit ça. Tout ça c'est... » Dites-le. Des conneries. Tu m'as poussé à le faire. Galgar Fenwick. J'accorde une valeur très très limitée à la parole de Kamala Harris. Elle envisage de se représenter à nouveau à la présidence. Je ne sais pas qui est-ce qui lui conseille de faire ça. Vous êtes dur là. Non, réaliste au vu de ce qu'elle pèse aujourd'hui politiquement. Donc je sais que c'est une voix qui est reconnue parce qu'elle a été candidate. Par ailleurs, moi je me souviens d'une séquence où la question lui avait été posée. Mais elle commence ses propos par dire, en disant que cette guerre importe peu aux électeurs américains. Oui, ce qui est vrai. Donc elle cherche à aller dans le sens, si vous voulez, du vent majoritaire. Ça, c'est un secret pour personne. Donc la séquence prête à sourire parce qu'elle utilise un gros mot et voilà, ça fait sourire. Mais pour moi, c'est pas centre de gravité de la vie politique américaine, ni celle du Parti démocrate actuellement. En revanche, il faudrait lui rappeler que pendant la campagne, durant l'un des nombreux entretiens qu'elle avait accordés, la question lui avait été posée de savoir quel était le plus grand défi stratégique à l'international pour les États-Unis. Elle avait répondu l'Iran. Ce qui avait beaucoup surpris pas mal d'observateurs qui lui avaient dit mais c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Et elle a répondu non, l'Iran. Donc maintenant, elle n'avait pas tout à fait tort. Si, moi je pense qu'elle avait tort justement et qu'elle a là encore. Mais moi quand j'entends Kamala Harris, ça contraste avec des démocrates qui sont complètement atones. On ne les entend absolument pas sur le sujet. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas audibles face à Donald Trump aujourd'hui. On a vraiment l'impression qu'il y a une opposition. Enfin, moi je regarde ça vraiment d'un regard extérieur. Je suis pas un spécialiste des États-Unis, mais qu'il n'existe pas. Même en vue des midterms, on ne les voit pas se mettre en ordre de bataille, être capable d'avoir un discours alternatif. C'est assez sidérant. Et en général, c'est parce que les démocrates n'existent pas que Kamala Harris existe. Voilà, alors. Ça, c'est très méchant, par contre. Oui, ça, c'est très méchant, mais c'est bien dit. Mais c'est vrai. C'est percutant. Et voilà. C'est percutant. Passons à l'Iran, où le nouveau guide suprême iranien n'a pas été vu en public, vous le savez, parce qu'il est blessé, et pour le moment retiré de la vie publique, mais il continue de façonner la stratégie de la République islamique d'Iran, selon le renseignement américain. Écoutons ce qu'en dit le chef de son protocole en Iran, Mazaher Hosseini, qui détaille pour la première fois publiquement les blessures subies par le nouveau guide suprême. Son éminence, l'ayatollah Mojtaba, se trouvait dans l'escalier lorsque la force de l'explosion l'a frappé et l'a projeté au sol. Il a été légèrement blessé à la rotule et au dos. Dieu merci, son dos a guéri ces dernières semaines. Et, si Dieu le veut, sa rotule se remettra très bientôt. Il est en pleine forme. La semaine dernière encore, un de nos chers amis l'a rencontré. Cette blessure au front dont il a parlé n'est qu'un mensonge. Il avait une petite coupure derrière l'oreille qui n'est absolument pas visible lorsqu'il porte son turban et celle-ci a également été soignée. Christian Macarian, il a été donc blessé, selon ce chef du protocole, donc une parole plus qu'officielle, au dos et à la rotule. Oui, on n'a pas d'autre loisir que d'être prié de le croire. Il n'y a absolument rien qui étaye ça. Mais tout de même, cette image nous envoie une réflexion très, très forte. Qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, après 2 mois et demi de guerre, imagine encore un guide suprême, enturbané, assis sur un trône, reprenant des décisions stratégiques ou militaires pour l'Iran. Donc vous voulez dire que c'est inimaginable. Mais c'est devenu inimaginable, à mon avis. Il y a un point de non. Mais le renseignement américain le dit, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Ils disent qu'il continue, malgré tout, en dépit de ses blessures, à façonner la stratégie de Téhéran.
Je vais vous donner la parole, Stéphane Goldin. Je ne sais pas si les Américains sont les meilleurs connaisseurs du régime iranien. Il l'aurait peut-être montré différemment et un peu plus clairement si c'était le cas. Mais je pense qu'on est passé dans une autre phase historique et que peut-être, bien sûr, que tout cela sera un jour rétabli. J'en doute fort parce que je suis pas certain que ce régime ait globalement un très brillant avenir, indépendamment des difficultés que rencontrent les Américains dans la phase actuelle. Ça suffit pas pour dire que ce régime est sauvé. À mon avis, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Mais en revanche, on voit bien que l'Iran a pris l'habitude de fonctionner dans une guerre où il a subi des pertes absolument majeures, a pris l'habitude de fonctionner sans le guide suprême. Bon, Stéphane Goldin, est-ce que vous y croyez, vous, au fait que Mojtaba Khamenei prend les décisions finales clés, mais finalement pas du tout les décisions tactiques au jour le jour pour la négociation? Je n'y crois pas un instant. Je pense que ceux qui prennent des décisions clés, ce sont les gardiens de la révolution qui parlent en son nom. Par contre, il est très possible, excusez-moi de mon esprit peut-être un petit peu tortueux, ça comme ça, mais allons savoir si c'est pas dans le fond les renseignements américains qui ont tout intérêt à faire remonter l'image d'un guide suprême qui compte encore, justement créer encore une voie qui pourrait être une troisième voie ou une deuxième voie, en tout cas au sein du pouvoir iranien, justement dans ce moment où on parle de négociations, Qatar, Pakistan, enfin on parle de beaucoup de choses, mais où surtout, et on l'a pas dit, dans le fond, les Iraniens veulent être une chose, mettre du temps, et pour l'instant, ils y arrivent. Sophia Amara. Oui, c'est vrai que les Iraniens et le régime iranien surtout, ou seulement, s'est montré à diverses reprises capable d'être aussi tordu que ce que vous décrivez. Tortueux. Bon, je résume. Non, mais voilà, ça revient au même. Cela étant dit, si vous dites que ce sont les Américains qui voudraient faire croire, je pense que c'est compliqué parce que les Américains veulent vendre au monde qu'ils ont changé le régime iranien. Donc, leur intérêt, ce serait de faire croire que le guide suprême, ce nouveau guide suprême n'existe pas ou qu'il est complètement balayé et que finalement, c'est un autre type de régime qui aujourd'hui est à la tête de l'Iran. Toujours est-il que dans les deux cas, tout semble montrer que Al-Husseini, là, que nous venons de voir, le chef de protocole du bureau du guide suprême de la Révolution, semble bien ne pas dire la vérité, parce que d'une part, les sources qui ont été citées par Reuters et qui ont décrit par le menu la situation du guide suprême, c'est que c'est un homme qui a été gravement atteint, qu'il a été traité, soigné par le président iranien lui-même. D'accord. Donc ce chef du protocole, et qui d'ailleurs vient de passer 2h30 avec lui. Voilà, aurait dû le mentionner. Et puis surtout et enfin, quand on est en guerre, quand on doit tenir sa population, lui signifier que le régime n'a pas changé, qu'il tient. Et ce ne serait-ce que pour faire peur aux manifestants ou à tous ceux qui auraient des velléités de retourner dans la rue. Pour le reste du monde, eh bien, on fait entendre son guide suprême, ne serait-ce que par une voix. Sauf on ne l'a pas vu et on ne l'a pas entendu. Donc tout porte à croire qu'il est grièvement blessé s'il est encore en vie. En tous les cas, dans le renseignement, on peut penser qu'il est vivant, parce qu'aucun des services de renseignement n'a prétendu qu'il l'avait éliminé, alors que quand il est éliminé, on l'annonce immédiatement. Quand ils ont rasé les premières couches, on le dit. Alors effectivement, quel est son pouvoir actuellement? On peut en douter. Moi, je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que ce sont les gardiens de la Révolution qui ont toutes les clés en main. Véritablement, que ce sont eux qui sont aux manettes. Parce que d'abord, on est en cas de guerre, en guerre. Et puis, on sait très bien que Mojtaba était controversé sur le plan de grade universitaire en tant que mollah religieux. Et donc, il n'a pas les compétences ni les qualifications pour prendre la place de son père immédiatement. Un contact saoudien récemment mis sur la voie d'une réflexion assez intéressante. On sait tous que les Saoudiens ont pris un peu de distance avec les Américains, notamment en empêchant temporairement, puisqu'ils sont revenus sur leur décision très vite après, mais l'accès
Mais c'est une mesure symbolique, l'accès des Américains aux bases qu'ils ont en Arabie Saoudite, sur le sol saoudien, exactement. Donc ils ont voulu marquer le coup et dire aux Américains, on n'est plus tellement d'accord, faites attention à ce que vous faites, etc. Or, il y a chez les Saoudiens du premier cercle un avis qui est intéressant à entendre, qui dit la chose suivante: ça a été une erreur d'abattre Ali Khamenei, le père. D'abord parce qu'Ali Khamenei a toujours veillé à pas frapper la rive arabe du Golfe Persique. Il a toujours fait attention à cela, ce que n'ont pas fait les gardiens de la Révolution, puisqu'ils ont immédiatement frappé les Émirats, le Qatar, le Koweït et bien sûr l'Arabie Saoudite. Bon, donc vous dites qu'en Arabie Saoudite, ils critiquent cette décision du premier jour, c'est-à-dire l'élimination du guide suprême. L'élimination du guide suprême a été une erreur pour deux raisons. La première, c'est que le guide suprême protégeait plus ou moins la rive arabe du Golfe, qui n'est pas le cas des gardiens de la Révolution. Et la deuxième, c'est que jamais, et ça je trouve ça très intéressant, jamais le père Ali Khamenei n'avait été capable d'imposer son fils qui passait pas la barre, justement. Ah oui, conseil, donc du vivant du père, le fils ne serait pas monté en grade. Du père, le fils n'eut point abouti à ce. Et donc maintenant que le père est mort, les gardiens de la Révolution le mettent à ce poste-là, justement sachant qu'il est faible. Et que donc partant de là, c'était pas forcément très malin d'abattre Ali Khamenei ou d'éliminer Ali Khamenei, parce que d'une part, ça a frappé les pays arabes, qui sont pas contents et on les comprend. Et puis de l'autre côté, ça a propulsé Mojtaba Khamenei qui, sans ça, n'aurait jamais dépassé le niveau. Si c'est ça que vos amis saoudiens disent aux Américains, effectivement, les coups de téléphone doivent être assez tendus. Il y avait un raisonnement intéressant. Il y avait un troisième argument, c'est qu'il y avait un interlocuteur. Oui, bien sûr. Voilà, et maintenant, effectivement, il n'y en a plus. Et le quatrième argument, c'est que les pays du Golfe estiment qu'en tuant Khamenei, la fatwa contre l'arme nucléaire a été enterrée. Alors, elle valait ce qu'elle valait, mais Ali Khamenei avait... Alors, expliquez ce que c'est que cette fatwa, c'est-à-dire le guide suprême, en quelques mots, était contre le nucléaire. Le guide suprême a émis une fatwa qui est une sorte de décret religieux considérant que, les fatwas c'est très courant, surtout dans l'islam chiite, considérant que l'arme nucléaire est une arme néfaste, est une arme diabolique. C'est une arme satanique. Satanique, voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup Christian. Et donc il faut impérativement, si on peut utiliser le nucléaire pour faire peur, mais ne jamais atteindre le seuil et ne jamais être détenteur de l'arme nucléaire. Alors à quel point cela était-il vrai? Est-ce que ce n'a pas empêché dans le régime iranien une partie du pouvoir d'essayer de l'obtenir? On n'en sait rien. En tout cas, cette fatwa est morte avec celui qui l'a émise. Oui, avec le guide suprême qui est mort lui aussi le premier jour de la guerre. Pour prévenir et réprimer des potentiels troubles en Iran et soutenir les forces de sécurité affaiblies par les frappes américano-israéliennes, des milices venues d'Irak, et là on a besoin de vos lumières, Sophia Mara, des milices venues d'Irak se mettraient à patrouiller dans des grandes villes d'Iran. Donc je répète, des milices chiites, pro-iraniennes, mais irakiennes, seraient actuellement, vous le voyez sur ces vidéos, c'est des vidéos, donc en Iran, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux iraniens, corroborées par plusieurs témoignages, qui montrent par exemple des membres de cette milice al-Shaabi, irakiens, c'est une milice irakienne, qui fouillent des véhicules à des points de contrôle dans des grandes villes en Iran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors effectivement, et ça fait déjà un petit moment maintenant, il faut savoir que l'Iran, dans son attirail, l'éventail des outils qu'elle avait pour essayer de prendre contrôle de la région et de détendre son hégémonie avant la guerre, et aujourd'hui, pour faire face à la guerre imposée par donc les États-Unis et Israël, il y a les proxys. Et dans ces proxys, c'est-à-dire des milices, des paramilitaires qui sont au service de l'Iran et qui ont prospéré dans toutes les zones ou les pays de la région arabe où il y a des communautés chiites, la même communauté que la révolution islamique d'Iran. Et parmi ces proxys, il y a des proxys irakiens, pro-iraniens, chiites comme eux, et qui répondent et obéissent au doigt et à l'œil de Téhéran et des mollahs
qu'il s'agisse d'entreprendre des actions sur le territoire irakien en faveur du régime iranien, et ce sont ces mêmes proxys qui ont frappé un militaire français et tué un militaire français dans le nord de l'Irak, et également ils peuvent être envoyés en Syrie où ils ont sévi pendant des années, et là en Iran. La seule question à laquelle je n'ai pas de réponse... Ah, quand même, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, Sophia. Oui, toujours, sinon c'est tellement ennuyeux. C'est pourquoi, diable, ont-ils besoin de les envoyer, puisqu'il y a des forces iraniennes suffisantes pour massacrer cette population qui est complètement très rapidement, désarmée. Parce que je voudrais qu'on avance, Aurélien, puis Gallagher. Alors, hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. De un, le fait de mettre des Irakiens, ils auront d'autant moins de scrupules à attirer massivement sur le peuple iranien, même si bon, l'Iran n'en a pas eu non plus. La deuxième chose, à mon sens, c'est peut-être d'entretenir le lien de fidélisation, de vassalisation, parce que la résistance islamique en Irak, donc toutes ces milices tenues par l'Iran, commençaient à se distancer depuis 2024 de Téhéran. Peut-être qu'ils veulent retisser les liens en déployant des Irakiens dans les rues de Téhéran. D'accord. Gallagher. Première hypothèse soulevée par Aurélien Duchesne, en fait, ça permet d'éviter le risque de trahison. C'est quand même plus facile de demander à des Irakiens de tirer sur des Iraniens que de demander à des Iraniens qui viennent peut-être potentiellement de la même région, du même quartier, de tirer sur les leurs. Ça a déjà été pratiqué. Donc, aussi une conclusion intéressante, c'est qu'il y a des mutations énormes à l'intérieur du système irakien, cette fois, parce que l'ayatollah suprême des chiites, qui est l'ayatollah Sistani, tenait... En Irak. Oui, en Irak. Pardon. En Irak, l'ayatollah Sistani tenait ces gens-là et les empêchait de verser complètement comme ça, comme supplétif du régime iranien. Je rappelle que l'ayatollah Sistani a reçu le pape François. Oui, ça vous fait bien de le rappeler, parce que ça, c'est effectivement quelque chose qui semble aujourd'hui très loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est moi, la première chose qui me frappe, c'est qu'ils ont encore des soutiens, véritablement. Ils ne sont pas des outils qui sont à l'autre bout du monde. Ce sont des gens qui sont sur leur territoire. Quand on dit que le régime est en train de tomber, c'est le résultat aussi de la décomposition. Qui sont prêts à se battre pour eux. Tout à fait. Et c'est le résultat de la décomposition aussi du régime irakien. Aussi, voilà, oui. Absolument. Alors que Donald Trump doit quitter Washington dans quelques jours, ce mardi, pour une visite d'État en Chine, eh bien, c'est la Chine qui est étonnamment citée en premier par le secrétaire d'État américain Marco Rubio hier soir, lorsqu'il évoque des pistes pour débloquer le détroit d'Ormuz. Nous estimons qu'il est dans l'intérêt de la Chine, des États-Unis et du monde entier que la stabilité règne dans ce détroit. Et cela reste notre position. C'est celle que nous continuerons à défendre et à promouvoir. Aurélien Duchesne. Il y a une ironie de l'histoire, c'est que dans le programme One Belt, One Road, les fameuses routes de la soie chinoises, un des objectifs majeurs, c'était que en désenclavant l'Asie centrale et en mettant du fret ferroviaire pour les exportations chinoises ou les importations d'énergie, on allait réduire la dépendance au trafic maritime. Pourquoi ? Parce que les Chinois anticipaient le fait que pour l'instant, ce sont les Américains qui tiennent les mers, et qu'en cas de guerre à Taïwan, il fallait pouvoir s'assurer une route de secours. Donc ce projet était en grande partie tourné contre les Américains. Et maintenant, les Américains disent que c'est le développement du fret routier et ferroviaire par la Chine qui pourrait aider à la dépendance à Hormuz. Parlons concrètement de ce plan. Effectivement, pour contourner le blocus américain à Hormuz, l'Iran est en train de se tourner vers le rail. Voyez, Téhéran et le rail, donc des milliers de kilomètres jusqu'au centre de la Chine, qui passerait donc par le Kazakhstan et le Turkménistan, deux ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Effectivement, le nombre de trains reliant le centre de la Chine à Téhéran est passé de 1 par semaine à 1 tous les 3 ou 4 jours, et via le Kazakhstan et le Turkménistan, et les coûts de transport ont absolument explosé. Christian Macarian. Oui. Dans ces trains, qu'est-ce qu'il y a dans ces trains ? Je vais vous dire, des pièces auto, des générateurs, des produits électriques. Et s'il y en a plus dans le sens Chine-Iran que dans l'autre. Que dans l'autre sens. Il y a aussi une route qu'on ne voit pas sur la carte, mais la carte est très claire, elle permet de l'imaginer, qui permet à l'Iran de sortir des marchandises vers le Pakistan. Il a quand même une énorme façade sud vers le Pakistan. Donc, il n'est pas si enclavé que ça, cet Iran.
Et puis vers le nord également, parce qu'il y a la Caspienne. La Caspienne permet d'irriguer. On va venir à la Caspienne dans quelques minutes. Et via un État très utile, qui est d'ailleurs iranophone, qui s'appelle le Tadjikistan, parmi les républiques centrales, toutes les autres républiques sont turcophones, sauf le Tadjikistan qui est iranophone. Eh bien, il y a aussi énormément de pièces, notamment les Tadjiks fabriquent des pièces qui servent au montage des drones, qui circulent. Donc c'est quelque chose de très complexe. Je pense que le déficit stratégique américain, c'est de ne pas avoir vu le degré de profondeur du conflit qui était déclenché de cette façon-là. Bon. Il y a vraiment une très grande profondeur. Maintenant, un dernier point. Pour arriver à égaler le trafic pipeline, il va falloir relever tout. On est très loin du compte en passant par le rail. Mais très loin, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à 10%. Donc, Cependant, le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Araghchi, était à Pékin. Vous voyez, c'est Donald Trump va y être là, mais il était à Pékin, reçu par Xi, le président chinois, mercredi. Et voici ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères iranien à propos vous allez l'entendre, c'est quand même assez étonnant, de ce qu'il pense, de ce que l'Iran pense, que la Chine pense de l'Iran. Voilà, donc vous allez comprendre. Nos amis chinois estiment également que l'Iran d'après-guerre est différent de celui d'avant-guerre, qu'il a acquis un statut international rehaussé, qu'il a prouvé ses capacités et sa force. Par conséquent, une nouvelle phase de coopération entre l'Iran et les autres pays s'annonce. Non, mais ça semblait compliqué, mais c'est bien ce que je vous disais. C'est-à-dire, voici ce que l'Iran pense, puisque c'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui parle. Il dit que la Chine pense que grâce à cette guerre, eh bien, le statut de l'Iran a grandi. Le statut de l'Iran est plus important aujourd'hui, Gallagher Fenwick. Oui, incontestablement, cette guerre a fait de l'Iran, si vous voulez, que ça plaise ou non, un acteur majeur des relations internationales. Qu'on le veuille ou non, oui. Par l'arsenalisation du détroit d'Ormuz, qui est, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ils ont fait de leur géographie leur arme nucléaire. Et par ailleurs, c'est intéressant de voir que Abbas Araghchi a devancé Trump d'une semaine, parce que l'Iran sera, et ça c'est une évidence, l'un des sujets majeurs, et qui est un sujet qui est compliqué. Très fort quand même qu'il y a quelques jours avant Trump. Bien sûr, et que les Chinois aient accepté de le recevoir. Parce que l'Iran en a profité pour dire que la Chine était désormais de manière incontestable la principale puissance mondiale et principale source de stabilisation des relations internationales et de respect du droit international. Mais cette situation, elle est complexe pour la Chine parce que d'un côté, ils sont bien contents que les Américains s'embourbent du côté de l'Iran, mais d'un autre côté, ils ont besoin, et ça Donald Trump le sait, que les Iraniens rouvrent les détroits d'Ormuz afin de récupérer leur énergie fossile, à la fois GNL et pétrole. Mais juste très rapidement, sur le fret comme moyen d'acheminement du pétrole, la Chine, dans le secteur du renouvelable, est très en avance sur le reste du monde. Rien qu'en 2025, quand vous combinez l'éolien et le solaire, ils dépassent l'énergie produite sur leur territoire par rapport au thermique. Par ailleurs, si vous prenez toujours le solaire, la Chine, à elle toute seule, a une capacité, une production supérieure à celle de l'ensemble de la planète, rien que sur le solaire. Si vous prenez la flotte de véhicules électriques en Chine, pareillement, je crois qu'à ce stade, plus de la moitié de la flotte de véhicules est électrique. Donc il y a un franchissement, si vous voulez, qui leur permet de s'autonomiser par rapport à ces questions, même si, attention, les discussions avec Donald Trump vont être extrêmement tendues, parce qu'il y aura Taïwan sur la table, il y aura l'Iran, je l'ai dit, il y aura l'intelligence artificielle, il y aura le bœuf, il y aura le soja, il y aura les échanges, il y aura les investissements, et il y aura les terres. Alors les terres rares, oui, ça a été le cas à Bandung, pas à Bandung, en Corée du Sud. Oui. Mais donc c'est pas, ça va être très tendu quand même entre Donald Trump et Xi Jinping. Et le pari que je fais, moi je me trompe sur tout, c'est qu'en réalité il y aura des accords, mais que ce sera extrêmement modeste, à mon sens, et que le principal accord consistera à dire qu'ils sont d'accord pour se revoir.
Et il ne faut pas oublier, quand on parle des livraisons secrètes à l'Iran, hein, donc, et on sait que la Russie livre aussi par la mer Caspienne. Par la mer Caspienne un certain nombre de composants. Donc il faut... composants pour les drones. Voilà. Et ça rappelle que l'Iran est une puissance continentale avant d'être une puissance maritime. Et donc, ils ont aussi un pipeline qui va, je crois, de gazoduc qui va vers la Turquie. Donc tout n'est pas... Aujourd'hui, tout n'est pas et comme par bloqué. Hasard, Abbas Araghchi était à Moscou il y a plusieurs jours, puis maintenant à Pékin. Voilà, la boucle est bouclée. Monsieur Trump peut se rendre confortablement à Pékin. Le dossier sera prêt pour l'accueillir. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le fond, aujourd'hui, l'Iran se trouve le maître du temps. Et gère le temps. Et celui qui gère le temps, qui est le maître des horloges, comme vous dites, dans le fond, gère l'agenda et gère, dans le fond, son planning comme il le souhaite. Et dans le fond, il impose aux autres ses volontés. Et dans le fond, ce sont aujourd'hui les États-Unis qui sont sous pression à quelques jours de cette visite aux États-Unis pour trouver quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle militairement la liberté d'action. En attendant d'être sous pression de cette visite, Donald Trump, vous savez, nous sommes samedi, nous avons le privilège d'être avec vous le vendredi et le samedi soir. Et Donald Trump tweete beaucoup le vendredi soir et le samedi soir. Donc d'habitude, quand il tweete, il y a des phrases, même parfois des posts très longs. Mais là, ce soir, nous avons droit à des images. Voilà, ce sont 2 images. Alors la première, voilà, il vient de la tweeter, c'est Donald Trump qui est sur un bateau et qui regarde face à lui, eh bien évidemment, des bateaux iraniens, bien sûr en flammes, et qui vont couler. Il a également posté un autre... Ça, c'est la traduction en image de l'opération, ce qu'il appelle Projet Liberté Plus. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire, c'est voilà à quoi les Iraniens peuvent s'attendre. Quant à la Navy, la marine iranienne, les 2 images voici sont un peu où elle est. Non D'habitude, il nous le dit avec des mots, mais là, on n'a qu'à regarder. Soit elles sont au fond de l'eau, soit il est en train de les bombarder, il faut choisir. Il ne peut pas tirer sur des bateaux qui ont coulé. On sent frustration et impatience quand même dans ces deux tweets. Frustration que ça n'aille pas plus vite et que malgré les résultats militaires qui sont indéniables, eh bien le régime, excusez-moi, c'est l'heure, j'ai des excuses. Vous voyez, ça revient au gars. Ah non, vous n'avez pas d'excuses. Le régime iranien résiste malgré. Alors il est donc Donald Trump est sur son téléphone en train de tweeter, mais il flotterait comme un léger parfum d'exaspération dans certaines ailes de la Maison Blanche, puisque fin mars, Suzy Wiles, la très redoutée chef de cabinet de la Maison Blanche de Donald Trump, a adressé un message plutôt clair au personnel du bureau exécutif du président. Voilà, je vous le lis. Aucun membre du personnel du bureau exécutif n'est autorisé à parler aux membres des médias sans l'approbation explicite du bureau de communication de la Maison Blanche. Et elle poursuit. Les fuites non autorisées ne seront pas tolérées et sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. C'est normal. Alors elle a quand même fait fuiter des propos. C'est la même qui, je crois, a fait fuiter des propos quelque peu grossiers, notamment envers J.D. Vance. Donc c'est l'hôpital qui se fiche, pour rester poli, de la charité. Après, on comprend qu'évidemment, que dans une situation de crise, et c'est un euphémisme, on ne veut pas non plus ajouter une crise de communication, qu'il n'y ait pas des messages différents de la part de l'administration. Donc vous trouvez qu'elle n'est pas crédible, vous, Aurélien ? Elle n'est pas crédible du fait de ce qu'elle a quand même fait au vice-président des États-Unis. Je veux dire, il y a un moment, c'est elle qui a organisé des fuites. Et la deuxième chose, c'est que dans tous les cas, le seul aujourd'hui qui est contradictoire, c'est Trump lui-même. Il n'y a pas de contradiction majeure entre Pete Hegseth, J.D. Vance, il ne parle pas beaucoup, donc il ne se contredit pas beaucoup. Pete Hegseth, Marco Rubio sont globalement sur la même ligne. Le seul qui fait assaut de contradiction, c'est Trump. C'est le seul dont il faudrait contrôler les fuites. Oui, mais en fait, c'est lui le chef quand même. Non, mais ce qu'on peut dire... Alors, moi, je vais quand même la défendre 30 secondes, parce que moi, je ne suis pas susceptible d'être dans 30 secondes, c'est trop. Mais véritablement, c'est normal, quand on est le chef de l'administration, qu'on mette en ordre la communication et qu'on dise, je veux voir qu'une tête, la communication ne doit pas être cacophonique, elle ne doit pas partir dans tous les sens, et elle doit être validée. Ça me paraît être l'essentiel. On l'a vu d'ailleurs en politique nationale, que ça pose parfois de problème quand les ministres s'ouvrent trop de manière personnelle.
En juillet dernier, le gouverneur républicain de la Floride ouvrait en grande pompe un centre de détention pour immigrants dans les Everglades. Alors ce centre de détention est surnommé Alligator Alcatraz, dont le fonctionnement a coûté plusieurs centaines de millions à l'État américain. Mais aujourd'hui, l'information c'est qu'aujourd'hui, la Floride est en pourparlers justement avec l'administration de Donald Trump pour le fermer, ce centre, pour le fermer. Alors, essayons de comprendre. Nous sommes en direct de nouveau avec Justine Jankowski. Justine, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Washington, Justine. Qu'est-ce qui est en train de se passer là entre la Floride et Donald Trump ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce centre ferme ? Il n'a pas bien fonctionné. Alors pour l'instant, ça en est au stade de discussion entre la Floride et entre l'État fédéral pour voir si éventuellement ce centre de détention serait fermé dans le futur pour des raisons de coûts, en fait, tout simplement pour des raisons budgétaires. Donc on ne sait pas s'il va être définitivement fermé, mais en tout cas, s'il finit par l'être, ce sera très certainement un revers pour l'administration Trump, qui préfère toujours parler de ses succès en matière d'immigration, de sa politique d'expulsion, du nombre de migrants arrêtés ou expulsés, plutôt que de parler de centres de détention fermés. D'autant que, vous l'avez dit, au moment de son ouverture l'été dernier, ça avait été extrêmement médiatisé, et ce, pour deux raisons. D'abord parce que l'administration Trump elle-même avait énormément communiqué sur l'ouverture de ce centre avec ce nom volontairement effrayant, Alligator Alcatraz, et puis aussi parce que ça avait choqué tout simplement une partie de l'opinion publique, une partie de la presse, parce que ce centre de détention, il a été construit au milieu des Everglades, qui est une zone naturelle protégée avec des espèces animales protégées, mais aussi parce que les conditions y seraient insalubres si on écoute les rares témoignages de prisonniers qui ont fuité. D'ailleurs, nous-mêmes, on avait tenté de visiter ce centre à l'époque pour un reportage et on n'a jamais eu d'autorisation de la part des autorités, signe que la communication était assez verrouillée autour de ce centre de détention. S'il finit par être définitivement fermé, ce sera en tout cas une victoire pour les défenseurs et des droits de l'environnement et des droits de l'homme. Merci beaucoup Justine Jankowski, vous étiez avec nous en direct de Washington. Pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, il est quasiment minuit, vous êtes sur LCI et l'information du soir, c'est cette vedette. Donc nous sommes du point de vue iranien, dans le détroit d'Ormuz bien sûr, sur lequel il y a un officier de la marine iranienne, et voici ce qu'il dit, on l'écoute. Là, donc, vous avez sur une petite vedette rapide de la flotte Moustique